Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire anticrise 2024. Comment ça va se passer aujourd'hui? Tout d'abord, on va présenter nos activités respectives, c'est la moindre des choses, qui on est avec nos deux sociétés. Dans un second temps, Claude Olivier va parler de la situation économique du pays, donc où on en est en fait en France en matière d'immobilier. Et dans un second temps, car il ne nous a pas échappé que c'était un peu le bazar partout, moi j'interviendrai sur la partie commerciale, sur la partie stratégie, anti-crise, et les leviers qui vont faire qu'on va essayer de transformer cette situation complexe en avantage. On va essayer, du moins. Alors, rien n'est gravé dans la roche parce qu'il y a deux parties, mais on va tout au long du webinaire échanger. Donc, si vous avez besoin de vous manifester, vous pouvez le faire via le chat ou via le micro. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque? Est-ce que tout est bon pour toi, Claude Olivier? Oui, très clair. Oui, oui, on va aller dans ce sens-là. Le plan est clair. Donc Super. maintenant, on va pouvoir lancer. Eh bien, je t'en prie, Olivier. Qui es-tu? Pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude-Olivier Bonnet. Donc, j'ai une société qui s'appelle La Rose des Ventes, qui est une société de conseil en développement et assistance juridique. J'assiste par exemple à la CNACIM, qui est le syndicat des agents commerciaux. J'ai également une casquette de formateur côté immobilier, surtout du côté du haut de gamme et du luxe, Mhm. mais avec quand même quelques réseaux comme Expertimo, qui est un des rares réseaux que j'accompagne. Et à côté de ça, j'ai une mission de direction générale actuellement chez Coldwell Banker, donc qui est une société de franchise dans l'immobilier de luxe et international. Voilà, donc mes journées sont assez complètes. Oui, d'ailleurs, félicitations pour tes nouvelles fonctions et merci encore d'avoir aussi accepté ce webinaire, puisque via tes nouvelles fonctions, j'imagine que ça ne va pas être facile tous les jours là. Non, c'est chargé, mais bon, Expatimo est quand même un de mes clients favoris, on va dire, avec lequel je m'entends bien, et Super, avec Grégory et avec toi. Donc, quelque part, c'est toujours un plaisir aussi d'échanger avec ceux qui sont sur le terrain, de voir et d'apporter des solutions aussi de temps en temps sur notre marché. super. Eh bien oui, tout à fait. On a régulièrement des échanges pour parler de la situation actuelle. Puisque je fais aussi l'assistance juridique avec Florence Tout à sur fait. Expatimo. Ouais, Mm. ouais. Mm. Ben, très bien. Merci pour cette présentation. Donc, ça va être à mon tour de me présenter. Donc, moi, je suis Jonathan, je suis le responsable développement du réseau Expertimo. Réseau Expertimo, c'est l'inventeur, entre guillemets, du modèle économique à 100% de commission pour les agents co en France. Vraiment, on se différencie sur notre modèle économique très pro. On se revendique réseau pro à pro. Notre objectif, autant que faire se peut, c'est de recruter au maximum les meilleurs profits de l'immobilier, les meilleurs talents de l'immobilier. On a vraiment un business model basé sur l'expérience de nos agents et on n'a pas peur de dire d'ailleurs que notre réseau n'est pas fait tout le monde puisque les débutants sont quasiment systématiquement refusés, sauf dans le cadre des mini-réseaux. Mais en tout cas, voilà, on essaye autant que faire se peut de se revendiquer réseau pro pour pro avec les meilleurs profils de l'immobilier et on est en accord avec ce qu'on propose puisque étant donné qu'on considère le mandataire immobilier comme un vrai chef d'entreprise, à ce titre, chez nous, les mandataires immobiliers sont rétrocédés 100% du fruit de leur travail, ce qui permet une souplesse monumentale et un vrai contrôle sur le chiffre d'affaires et sur l'activité. Donc voilà, et puis voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque chaque année, les agents sont les premiers en termes de chiffre d'affaires moyen encaissé, tout réseau confondu. Il y a aussi une notion de non-surcharge des secteurs. On refuse des personnes tous les jours quasiment, soit les débutants ou soit pour des secteurs qui sont pleins, parce que vraiment, on essaye vraiment de faire en sorte de recruter de la qualité au détriment de la quantité. On fait attention à qui on recrute et comment on recrute. Toujours pareil pour faire en sorte que nos agents gagnent le plus d'argent possible et puissent s'épanouir le plus possible dans leur activité au quotidien, surtout en ce moment. Voilà pour la petite présentation. Je ne vais pas développer parce que je pourrais vous parler de ce modèle économique passionnant pendant des heures. Si vous souhaitez aller plus loin et en savoir plus sur nos deux activités, nous mettrons à la fin du webinaire une plaquette et nos coordonnées. Ou si vous avez, parce qu'aujourd'hui on va aller assez vite, parce que c'est une conférence, ce n'est pas une formation. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce qui va être dit aujourd'hui, vous aurez nos coordonnées et vous pourrez nous écrire si vous avez besoin.
Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Claude? Bon, c'est déjà très clair, c'est pas mal. Super. Eh bien, écoute, Claude, on va attaquer dans le vif, on va attaquer dans le sujet. Donc, on sait qu'en France, c'est un peu le bazar. On sait qu'on traverse une période compliquée. On en est où là? On en est où en France en immobilier en 2024 au mois d'octobre? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Voilà, pour faire simple, tu parles de période compliquée, je préfère ce terme que de période de crise immobilière. Oui, Tu moi vois. aussi. Je pense qu'on parlera plus de crise économique parce que dans le monde entier, il y a des grosses difficultés économiques et on n'est pas les seuls pays à être le surendettement parce qu'on est en surendettement. Mais nous, on est quand même actuellement le vilain petit canard et on a une dette de 3 300 milliards qui est Ah, énorme, qui est colossale puisqu'elle a augmenté de 1 000 milliards sur une seule, on va dire sur une seule période de gouvernement. Donc c'est pas bon parce qu'on ne sait pas aujourd'hui faire des économies. On veut charger de l'impôt là où il faudrait déjà moins dépenser. Donc là, déjà, on a cette difficulté économique qui est importante, puisque j'écris aussi en économie assez régulièrement. Je fais des posts là-dessus aussi sur LinkedIn. mhm, Mais aujourd'hui, il va falloir que notre gouvernement prenne des décisions. Or, dès qu'on veut prendre des décisions, tout le monde est d'accord parce qu'on sait qu'il va falloir faire des coupes franches. En revanche, si on pouvait éviter de le faire dans mon domaine à moi ou chez moi, en général, c'est ce qui nous plaît le plus. Donc, c'est pour ça ouais, que c'est compliqué de prendre des mesures et de prendre des décisions. En revanche, en matière de logement, puisque c'est le sujet qui va nous intéresser, mhm, on a donc une nouvelle ministre, je rappelle, qui s'appelle Valérie Létard oui, et qui vient pas de la profession. Alors quand je parle de logement, je parle pas forcément de la transaction immobilière, hein. On parle des gens qui s'occupent aussi des logements sociaux, du neuf. On sait qu'on a aussi un très très gros problème actuellement. Si on devait parler de crise, il faudrait parler de crise immobilière dans le neuf. Dans le neuf, oui, effectivement, aujourd'hui, on a une forte baisse. On a besoin de 500 000 logements oui, par an. Ces 500 000 logements aujourd'hui par an correspondent à quoi? À bien sûr des nouveaux logements, mais également des rénovations de certains logements qui mhm, sont complètement, et qu'il faut détruire et qu'il faut refaire. oui, Mais le complexe, aujourd'hui, la complexité du système, c'est que, un, trouver des zones de permis de construire, c'est pas évident. Deux, c'est que les permis de construire aujourd'hui, au lieu de mettre 3 ans ou 4 ans pour faire sortir de terre un immeuble, bah, ça va en général de doubler la plupart du temps pour arriver à ce qu'un immeuble sorte de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de recours, recours administratifs, recours de voisinage, et les délais s'allongent. Donc les promoteurs, bah, ils ne peuvent plus porter pendant plus de 5 ans un projet immobilier, puisqu'il y a le mhm, moment où on achète, il y a le moment où on fait les projets, ça coûte de l'argent, les bureaux d'études, et puis à un moment donné, il va falloir construire. exactement. Déjà, ça nous pose un problème. Ensuite, on a des RT, enfin, on a des réglementations aussi techniques qui sont de plus en plus lourdes. La dernière actuellement en cours, c'est la RT 2012, 2020, pardon. 2020, ouais, ouais. La RT, la RT 2012, maintenant, elle est obsolète. Mais Oui, la RT 2020, elle exige également énormément d'éco-responsabilité. Donc, ça oui, veut dire qu'on construit des logements éco-responsables. Ça veut dire également que, on a des accès un peu différenciants. On a ce qu'on appelle la loi ZAN et la loi BSR. La loi ZAN, c'est celle qui impose de plus en plus aux communes de recentrer vers le centre du village et non plus d'accepter des permis de oui, construire à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il faut apporter également bah, à la fois de l'énergie, il faut apporter des connexions Internet, il faut apporter de l'assainissement. Donc aujourd'hui, on dit aux communes, tout ça, ça a un coût et ça a aussi une éco-responsabilité trop forte. Donc, on vous demande aujourd'hui de recentrer et si possible de faire des développements verticaux plutôt qu'horizontaux, c'est-à-dire plutôt en immeuble collectif qu'en maison individuelle. Et on donc, voit tout, qu'ils veulent effectivement euh, limiter l'éparpillement urbain, ce qu'ils appellent. c'est ça, afin de trouver un système qu'on appelle aussi la ville du quart d'heure ou la ville de la demi-heure. La ville du quart d'heure et la ville de la demi-heure, c'est de faire en sorte que dans la semaine, les habitants d'une ville ou d'un village aient de moins en moins à se déplacer en énergie fossile et soient en gros à moins d'un quart d'heure de tous les besoins nécessaires. C'est l'éducation, la santé, j'ai dit l'éducation, la consommation, les sports et les activités sociales, le travail, bien sûr, etc. Donc, Mhm. je pose ma voiture si j'ai une énergie fossile, et puis le reste de la semaine, je circule en vélo, scooter ou voiture électrique ou bus électrique, et on est à moins d'un quart d'heure à pied ou de vélo de toutes les activités.
Donc ça, c'est les tendances vers lesquelles on veut s'approcher. Alors, on commence à avoir des programmes là-dessus. Par exemple, à Lyon, c'est Confluence. Mhm. À Nantes, c'est Beaulieu. À Paris, c'est dans le 14e arrondissement où il y a une espèce de test, hein. Je rappelle que, on va dire, le concepteur, mais ce n'est pas le seul, qui a développé cette partie-là, il s'appelle Moreno. Ouais. Il est vénézuélien, il est actuellement le conseiller de Anne Hidalgo, qui effectivement est connu pour essayer d'enlever le maximum de véhicules à l'intérieur de la ville. Alors il y a des pour, il y a des contre, hein, il y a des choses intéressantes, même dans la Loisane, le fait de reconcentrer par exemple au centre de la ville un peu plus de commerce de bouche pour éviter qu'il y ait de trop gros centres commerciaux aux extérieurs et que les villes finalement perdent de leur valeur, Mhm. et de permettre aux gens de ne pas avoir forcément à prendre leur véhicule pour aller faire leurs courses. Ouais, Donc, c'est là ouais. où on commence à avoir les daily market, que ce soit Carrefour, Monoprix, Casino, enfin Casino, hélas, plus pour très longtemps, mais Franprix et autres. Donc, l'idée, c'est de recréer de la vie au centre-ville pour que, effectivement, la ville fonctionne en éco-responsabilité. Donc, on a ça, on a aussi le BSR, les BSR qui ne sont pas ceux de l'école de conduite, mais qui sont les logements sociaux qui permettraient à des personnes de ne pas acheter de foncier, ni parfois la nue propriété, mais d'obtenir l'usufruit d'un logement. Donc, ça leur permettrait d'accéder à la propriété d'une certaine façon, avec un décalage peut-être parfois de 5, 10, 20 ans, pour acquérir la totalité de la pleine propriété, voire de revendre l'usufruit si c'est nécessaire pour pouvoir changer plus facilement de logement. Voilà, donc on a des perspectives comme ça. Donc pour revenir à la question de la crise, non, ce n'est pas tout à fait une crise dans le sens où en immobilier, euh, on a eu des années prospères et fabuleuses et fastes. C'est là où certains ont créé leurs activités entre 2018, 2019, 2020 et 2021. On va dire que 2022 commençait les prémices d'un retournement, mais aujourd'hui, c'est plutôt une régulation d'un marché Oui, que réellement une vraie crise. Parce que je vous rappelle à tout le monde, et je le dis systématiquement, une crise immobilière en France, c'est 650 000 ventes. Là, on est aux alentours de 800 000 ventes. On est c'est monté ça. à 1,2 million, ce qui est énorme, mais ce qui était fabuleux parce que ça nous a permis de bien vivre et de faire des opérations. Mais le réajustement, aujourd'hui, on le vit comme une crise. Non, il faut revenir sur des bases normales. C'est-à-dire qu'en fait, avec des taux d'intérêt à moins de 1%, le marché économique français était absurde, Ah oui, ou même européen. La BCE à l'époque, la Banque centrale, a laissé faire parce que les banques, en fait, je rappelle que pour faire du crédit, les banques françaises achètent de l'argent à la Banque centrale avec des garanties qu'elles doivent apporter. Elles vendent ce crédit, elles ne doivent pas le vendre à perte, mais elles peuvent le vendre au ras des pâquerettes, ce qu'elles ont fait à 0,8 ou à 1% de taux d'intérêt, et même sur des durées qui sont assez longues. Le seul inconvénient de ça, oui, c'est que, enfin, d'abord, on va voir l'avantage de ça. L'avantage de faire ça, c'est que la banque, en fait, elle n'espère pas que vous allez faire un crédit pendant 20 ans et que vous allez le payer pendant 20 ans. Elle espère qu'avec le raccourcissement du turnover, c'est-à-dire qu'avec le fait qu'on revende le bien à 5 ans ou à 7 ans, finalement, la banque, elle s'est largement payée parce que les intérêts ont été les plus forts dans les 7 premières années. Et donc, ça leur oui, permet économiquement, finalement, elle vous propose 20 ans en sachant que vous allez rembourser au bout de 7 ans. Donc, forcément, elle s'est bien payée par rapport à ça. Avec en plus des clauses de rachat parfois de crédit, avec les agios aussi qui sont plus élevés que si c'était un crédit normal. Donc, dès que vous êtes dans le rouge, bah, vous payez plus cher, les services sont plus chers, mais ça, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez content d'avoir un crédit à 0,8. Vous voyez, donc il y avait une forme de leurre vis-à-vis du consommateur. Le consommateur accédait, voyait en fait un prisme d'un côté 0,8, mais ne voyait pas que de l'autre côté, les agios et tout ça étaient relativement plus élevés. Donc, la banque, elle achète du client en proposant des crédits bas et en espérant lui vendre des produits annexes, c'est-à-dire l'assurance chien-chat, l'assurance multirisque habitation, l'assurance voiture, etc., voire même dans certains cas des téléphones. Donc, vous voyez, c'est l'intérêt de capter du client, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit une masse de primo-accédants beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, un primo-accédant, il achetait à partir de l'âge de, en moyenne, hein, attention, ce sont des moyennes, de l'âge 28-30 ans. Et là, d'un seul coup, ce sont les primo-accédants de 24 à même 23, 24, 25 ans qui ont commencé à acquérir. Qu'ont fait ces acheteurs? Eh ben, ils ont poussé les plus anciens et ceux qui ont un peu plus d'argent à aller vers d'autres biens. Et puis, il y a une demande qui est devenue de plus en plus forte, ce qui fait qu'on a eu un marché vendeur. Et les vendeurs étaient plus forts que les autres. Et donc, finalement, les taux de crédit bas ont été beaucoup plus favorables aux vendeurs qu'aux acquéreurs. oui. Les vendeurs ont augmenté les prix.
Et on a connu des augmentations de l'ordre en moins de 10 ans de 40 à 70% sur certains biens, ce qui est colossal. C'est Par rapport au colossal. pouvoir d'achat, c'est monumental. Là où il fallait 9 années de salaire pour pouvoir acquérir sa résidence principale, on est passé à 14 années de salaire avec ce phénomène des augmentations de prix. Donc aujourd'hui, les Français sont arrivés à un moment donné, on s'est étouffé, on s'est étouffé parce que le prix de l'immobilier devenait inabordable dans les hyper-centres-villes de grandes villes de France, sur on va dire les principales. Oui. Bon, par exemple, Bordeaux, 45%, Ah oui, parfois Bordeaux, c'est un en des records. Ouais. 5 ans. Lyon, pareil. Paris, on n'en parle pas parce que c'est toujours avec Lyon et Bordeaux aujourd'hui des locomotives. Mais Lille, Strasbourg et autres ont connu des évolutions de prix qui étaient assez impressionnantes. Après, il y a eu, par exemple, Nantes et Rennes, qui ont été des villes hyper attractives, mais qui ont pâti, on va dire, d'une mauvaise réputation ces dernières années, avec des remarques ou dans la presse sur des problèmes de sécurité, de trafiquants de drogue et tout ça, ce qui fait que ça a un peu calmé, mais pourtant ça reste quand même des villes motrices avec le nom sur le marché de l'immobilier. Donc, le marché immobilier est devenu beaucoup trop cher, donc il a une sorte de bulle, mais c'est pas, on ne peut pas parler de la bulle de 91, c'est une autre forme de bulle. Donc on a une bulle qui est relativement importante, qui fait qu'à un moment, bah, il faut que ça se calme. Et il fallait que ça se calme. Donc 2022, la Banque centrale européenne a dit aux banques de crédit, vous arrêtez les bêtises et vous reprenez des vraies valeurs de votre métier, c'est-à-dire que vous faites des crédits à 20 ans, essayez d'éviter les 25 ans. Faites des crédits à 4%, 4,5%, donc c'est vrai que ça a fait peur. Et puis la presse, en général, se fait un relais de ce genre d'informations en étant catastrophiste. C'est-à-dire qu'elle dit, ça y est, c'est catastrophique, on n'avait jamais vu ça, et on vous parle de taux à 4%. Sauf que quand vous avez une inflation à 6, 4%, c'est génial. C'est-à-dire que ça reste des crédits hyper attractifs. Ça reste attractif. Je suis d'une génération qui a connu des crédits à 8, voire à 10%. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut bien relativiser à 4,5%, c'est plutôt un marché normal. Et donc, c'est vrai que ça fait ressortir du marché des acquéreurs tous les primo-accédants qui avaient moins de 30 ans et qui n'avaient pas encore une assise financière suffisante ou d'apport suffisant ou des salaires ou un CDI. Donc, ça doit faire ressortir du marché. Mais c'est un marché plutôt naturel. À 800 000 transactions, on est pas mal. Même si la population augmente tous les ans, on est 68 millions de Français aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 33 millions de logements en France, dont 17 millions de logements locatifs. Bon, quand la population augmente, ben, il faut plus de logements. Donc notre vraie crise aujourd'hui, c'est plutôt la construction neuve. C'est là Ouais. où on a un vrai problème. C'est là où on a un vrai problème. Sur la transaction immobilière, on a un marché de régule. Simplement, le problème, c'est que quand le marché prospère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit arriver sur le marché beaucoup plus d'acteurs de l'immobilier, donc les agents immobiliers, les mandataires également. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est bah, à un moment, bah, comme ça s'est calmé de 25% de transactions, forcément, les nouveaux, mais même parfois des anciens, se sont retrouvés dans une grande difficulté parce qu'on avait Oui. investi dans nos agences immobilières, on avait investi dans nos réseaux de mandataires. Et On certains l'a vu mandataires. là, à l'après-Covid. Ça a été Alors monumental. déjà, il y a l'effet. Alors, en fait, il faut savoir quand même que quand on parle de crise en économie pure, d'abord, sur une courte durée, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Ce qu'il faut voir, c'est déjà sur une longue durée, sauf que ça fait un peu plus maintenant de 9 ans qu'on subit des emmerdes tous les ans quasiment. On a eu 2015 des attentats. Oui. Donc ça, économiquement, bah, forcément, ça a créé une torpeur, une tension qui est quand même qui a été prédominante, hein, puisque non seulement on se prend novembre 2015, mais on se prend aussi Nice le 14 juillet. Donc ça a duré quand même presque une année. Sur une année, il y a eu une torpeur, il y a eu des difficultés. Ensuite, on se prend, et c'est pas, je ne critique personne, mais ça, économiquement, ça a forcément un impact. On a eu les gilets jaunes. On a eu le problème des retraites. Ensuite, on se prend, je vais faire simple, mais on se prend la Covid, l'Ukraine. Donc, Voilà. économiquement, le monde ne va pas bien. Ce Tout qui ça, fait c'est que, lié. voilà, on est dans une tension qui fait qu'on n'a pas de confiance, on est mal à l'aise. Et puis là, on n'arrête pas de nous dire qu'on est en. Alors, certains disent qu'on n'est pas en surendettement, mais qu'on a quand même des décisions à prendre. Certains voudraient que ce soit sur les retraites, d'autres voudraient que ce soit sur des personnes plus fortunées. Donc, ça ne séduit pas non plus les investisseurs étrangers, ça ne séduit pas les investisseurs français. Et puis, on se reprend quand même la loi sur le DPE en juin 2021, qui est mal construite. L'idée est bonne, hein, de Ah dire, oui, ça moi, s'arrête pas de changer. je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il va falloir penser. Alors, ça, c'est une autre notion économique quand on parle d'immobilier, c'est qu'à un moment, le prix de l'immobilier est une chose.
D'accord. J'achète un bien 350 000 euros. D'accord. Vous savez quel est le prix moyen d'un logement en France, hein? La vente immobilière en France aujourd'hui, c'est 250 000 euros. Oui, donc on parle souvent des 700 000, des 1 million. Moi, je suis dans un monde du luxe. On a l'impression on est dans un autre monde. Mais la réalité, aujourd'hui, sur le terrain, c'est 250 à 280 000 euros le prix moyen d'une vente immobilière. Mais ça, c'est bien. On va dire que j'ai un bien à 300 000 euros. Ce qu'il faut aussi voir, c'est son coût d'usage. Combien le bien va me coûter? Et le coût d'usage, c'est quoi? Alors, bien sûr, simplement, c'est la taxe foncière. Dans certains cas, ça peut être la taxe d'habitation. Après, ça va être les charges de copropriété pour quand on est en copro, mais les charges d'exploitation d'un logement, Entretien? les travaux à prévoir pour rester, on va dire, à la fois dans l'esthétisme, mais également dans la sécurité et dans le besoin d'un logement. Et puis, il y a cette dépense énergétique. Et donc, d'avoir une analyse du DPE, on a mis presque 10 ans pour que les agents immobiliers, mais aussi les clients comprennent ce qu'était qu'un DPE. Donc aujourd'hui, la première question que va poser un client, avant c'était est-ce qu'il y a la fibre? Maintenant, c'est aussi est-ce que vous avez le DPE? Et les gens peuvent regarder la charge énergétique, regarder tout ça. Donc ça veut dire que cette loi sur le DPE, elle était intéressante et il fallait en prendre une. Sauf qu'elle a été mal faite. Donc on n'a pas mis les bons calculs, donc on a rectifié. Puis on a rectifié une première fois, là on a rectifié une deuxième fois. En Ouais. ce moment, on se pose la question, la nouvelle ministre dit qu'elle va certainement allonger le planning d'interdiction de location de certains logements en F et en E. Donc l'allégé, je rappelle qu'à la fin de l'année, les logements en énergie E, en indice G, pardon, seront plus du tout louables. Avant, c'était léger plus, c'est-à-dire jusqu'à 420, 450, pardon. Maintenant, ça va jusqu'à 420. Donc dès qu'on est à partir de 420, donc tous les G sortent du parc locatif. On Oui. a donc cette problématique, c'est ce besoin en logement locatif. Et aujourd'hui, on ne répond pas à cette question. Donc on a un gros problème de pénurie aussi du logement Oui. locatif, hein. Donc, ça veut dire que les investisseurs, il faut leur redonner confiance. Donc, il faut une fiscalité attractive. Ça va être quand même la première année en 2025 qu'on n'aura plus du tout d'incitation fiscale C'est ce que j'allais euh, te dire. C'est que sur le logement. le Donc là, Pinel disparaît. voilà, le pivot disparaît. Donc là aussi, on n'incite pas les investisseurs. Deux, on se pose encore des questions sur la fiscalité. Quelle va être la fiscalité, par exemple, sur un IFI ou un ISF? Donc les investisseurs qui ont de l'argent, est-ce qu'ils vont investir aujourd'hui en disant j'investis pour mettre en location, dès lors que la rentabilité, en plus, elle est pas bonne, puisque dans certaines grandes villes de France où il y a une grosse demande, on vous plafonne vos loyers. Donc on a cette problématique. Oui, pardon, vas-y, Pardon, Jonathan. excuse-moi. Ouais, j'ai vu un peu ce qu'ils prévoyaient au niveau de la haute finance en matière de logement. Et ça va être un calvaire pour les investisseurs parce qu'effectivement, on est sur la fin du Pinel. Ça, c'est pas un secret, ça fait un moment qu'ils en parlent. Mais ils sont en train d'attaquer aussi les loueurs meublés non professionnels. Ils Bien vont sûr. commencer à taper dessus parce que à part le déficit foncier, c'était la dernière niche, on va dire, rentable par rapport à l'amortissement du bien. Et, Hmm, et là, ils sont en train de s'y attaquer maintenant. bien sûr. Non, mais On dirait qu'ils ne veulent plus, ou on dirait qu'ils veulent qu'il y ait de moins en moins en fait de loueurs privés. oui, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est l'État qui doit se substituer en proposant du logement C'est ça. social. Mais le problème, c'est que les promoteurs vont pas forcément aller chercher ça, puisque vous avez cette nouvelle loi sur le pastillage aussi à Paris. Le pastillage à Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gros locaux collectifs. On se pose des questions sur les bureaux, mais déjà sur des locaux collectifs à destination d'habitation, c'est l'obligation de consacrer au moins 25% de logements sociaux. Alors, on n'a pas, attention, quand je dis 25%, ne le prenez pas comme une norme obligatoire, on n'a pas tout à fait encore de chiffres. On vous dit un maximum de logements sociaux, ce qui veut dire que Mm. est-ce que j'ai droit à 20? Oui. Est-ce que j'ai droit à 25? Oui. Mais on essaye d'inciter à un minimum de 25% de logements sociaux quand vous réhabilitez un immeuble complet. Ça, c'est ce qu'on appelle le pastillage. C'est la loi aussi BSR. Donc, on n'incite pas les investisseurs, ce qui veut dire qu'à un moment, ce que l'État ne permet pas de faire, ça va être l'État de le faire. Sauf que l'État n'a pas d'argent. Non, Voilà. c'est sûr. Donc, Avec 3 000 milliards. c'est le chat qui se mord la queue. Donc là Ouais. aussi, pour redonner confiance, je rappelle également, parce que qu'on soit de gauche ou de droite, on s'en fout, puisque déjà presque, il y a presque plus de gauche et de droite. Mais en matière de politique, je rappelle que quand même, aujourd'hui, si on prend la moyenne des loueurs privés, la moyenne des loueurs privés détient 1,5 logements en locatif, ce qui est Mm. quand même pas colossal.
Non. Et souvent, c'est des gens qui font quand même cet effort et on sait que la location est hyper protectrice, ce qui veut dire que rénover, on a bloqué la rénovation, la remise à la réhabilitation parce que les loueurs ne veulent plus faire, les bailleurs, on va dire, pardon, ne veulent plus faire cet effort dans le sens où ils sont trop limités dans leur rentabilité. Après, il y a du bon et il y a du mauvais. Il ne faut pas non plus tout jeter du côté bailleur et il ne faut pas dire que le bailleur est toujours une âme pure et saine. Mais voilà, Ah, ça c'est sûr. voilà, on a cette difficulté-là aujourd'hui, économiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un, on a un marché locatif qui est sclérosé, on manque de logements. Deux, on a un marché du neuf qui n'est pas présent aujourd'hui, donc c'est difficile, même s'il y a un peu de soubresaut en ce moment, et ça va un tout petit peu mieux du côté des promoteurs qui refont cet effort parce qu'il y a quand même quelques aides avec les communes, avec la région. Et puis, il y a la transaction traditionnelle, c'est qui nous concerne, nous, ici, plutôt autour de cette table. C'est la tradition, c'est que le marché, bah, c'est un peu calmé. Et pourtant, hein, quand on voit les chiffres, hein, les derniers chiffres, c'est quoi? C'est une légère baisse dans pas mal de villes de France, mais légère, hein, c'est Ah oui, entre oui, c'est très 4 et 5. léger. On parle de entre 2 et 5%, quoi. Voilà, entre 2 et 5, ce qui n'est Ouais, pas énorme, hein. Ce qui est pas, ça veut dire que les vendeurs n'ont toujours pas fait l'effort. Et ça, non, c'est une des difficultés, c'est qu'on sait qu'économiquement, il faudrait que les prix baissent de 10 à 15% pour que le marché se redynamise complètement. oui, tout à Là, fait. il va mieux, il frémit un peu, mais Non. il n'est pas encore vraiment dans une dynamique. Et la problématique, c'est que le vendeur, ça c'est une logique qui est très très française, hein, qui n'est pas très anglo-saxonne ou allemande, c'est la dynamique, c'est que quand on a atteint un sommet de prix, eh bien le français a l'impression qu'il pourrait y avoir un effet cliquet et qu'à la Oui, rigueur, ça ne descend plus. Mais si, ça peut redescendre. Et en économie, ça existe. C'est comme en bourse. La valeur boursière vaut 8 euros, puis 3 jours plus tard, elle vaut 3, et 4 jours plus tard, elle en vaut 15. Et la fluctuation du marché boursier est quelque chose que certains maîtrisent. La fluctuation du marché immobilier, on ne le maîtrise pas. Et un vendeur a tendance à penser que si, par exemple, son bien a atteint 450 000 euros, s'il le vend 420 000 euros, il a perdu de l'argent. Sauf qu'il l'a acheté 350. Enfin, voilà, il n'a pas fait la même plus-value que celle qu'il aurait pu espérer s'il avait vendu en 2021 ou 2022, mais il fait d'abord déjà une plus-value, et deux, il ne perd pas d'argent, puisque sur le marché de l'immobilier, c'est tendance à être un peu plus tendu. Donc, il y a un moment donné, il faut baisser. Alors, soit on se oui, regarde et on n'est pas pressé, parce que là aussi, c'est toujours la règle des 5D, hein. La règle des 5D, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un marché reste quand même dynamique en France? Le décès, hélas, le divorce aussi, le déménagement, c'est-à-dire la mutation. La dette, c'est que parfois le logement me coûte trop cher, il va falloir que je le vende. Et puis, bien sûr, il y a quand même le désir, c'est qu'on a aussi envie de se faire plaisir. Faut pas être tout le temps dans un marché de crise. On est sur un marché, on a dit compliqué, ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure, mais c'est aussi un marché où on peut se faire plaisir. Moi, je vois dans le monde du luxe, c'est vrai que c'est un marché qui n'a pas pris beaucoup de claques, mais ça s'est quand même calmé aussi. En revanche, sur un marché, on va dire, médian aujourd'hui, il y a encore des gens qui gagnent leur vie et qui ont envie de s'acheter cette jolie maison qui a une belle vue, qui a un beau terrain, dans lequel les enfants vont pouvoir jouer, dans lequel j'ai un peu plus d'espace, dans lequel je vais pouvoir mettre, je sais pas moi, une piscine, un billard ou je sais pas quoi. Et donc, on a aussi cette acquisition-là. Elle est encore là. Elle est moins prégnante qu'avant, mais elle est encore là. En revanche, les quatre autres sont des éléments qui font qu'à un moment donné, il va falloir faire un effort. oui. Si j'ai besoin de vendre, j'ai pas le choix. Et même si j'ai acheté, et c'est ça qui est catastrophique, c'est ceux qui ont acheté entre 2018 et 2022. Parce que eux, en revanche, ils n'ont pas le choix. S'ils sont obligés de vendre, ils vont forcément vendre à perte. Et là, on en revient au Quasiment. fameux rendez-vous vendeur. Tu sais, Hmm. c'est tout à fait classique quand tu es en rendez-vous vendeur où tu te retrouves avec un vendeur qui, évidemment, comme souvent, surestime son bien et qui, en fait, ne va pas vouloir vraiment baisser parce que, finalement, derrière, il n'y a pas vraiment de projet, en fait. Le mot-clé, c'est Oui. vraiment projet, qui revient à ce que tu disais aux règles des 5D, en fait. Hmm. S'il Et a des tu, dettes, c'est sûr qu'il y a un moment, il n'a pas le choix. tu vas aller dans ton terrain après sur la partie commerciale, parce que c'est là où notre boulot aujourd'hui, c'est pas tellement de présenter des biens, c'est de savoir les rentrer. Et notre boulot aujourd'hui en tant que mandataire, c'est vraiment à l'avis de valeur, ce qui est toujours compliqué Bien aujourd'hui. sûr. Ah oui, Soit, oui. soit le client a déjà présenté un prix et on doit soit s'appliquer à ce prix-là, mais j'aurais tendance à vous dire régulièrement, et ça je laisserai après Jonathan vous en parler, mais soit il faut refaire quand même un avis de valeur, même s'il a proposé un prix, juste pour positionner notre vision de la chose, Bien sûr.
sans braquer notre client. Il ne faut pas le braquer, mais lui dire, voilà, moi j'aimerais vous donner notre avis. Après, on accepte votre mission et on ira très bien dans votre mission. Mais c'est bien aussi de revoir les choses. Bien sûr. Ensuite, la deuxième chose, c'est la partie, voilà, ça fait un petit bout de temps que vous commercialisez, vous n'avez pas de début de proposition, il faut qu'on revoie cette position de prix. Et donc, on revoit la vie de valeur. Mais ça, je te laisserai faire ça plus tard. Donc, Alors du coup, selon toi, oh pardon, je t'ai coupé. oui, vas-y, vas-y. Selon toi, fort de ce constat, très intéressant économique, parce qu'on voit que vraiment tout est lié, tout est lié. En fait, hein, c'est pas, il n'y a pas le marché de l'immobilier, il y a le marché de l'immobilier, mais qui est très étroitement lié avec les autres secteurs. On va où, selon toi? Fin 2024 et 2025? Alors, je sais que c'est très, très, très difficile de faire des prévisions, Hmm. mais selon toi, comment s'oriente finalement le marché en France? Moi, j'ai une tendance à être quelqu'un d'optimiste, hein. Donc, même ce qu'on vous dit souvent, c'est pourquoi on aime bien les Français, c'est que et pourquoi le symbole du coq, c'est le seul qui chante les deux pattes dans la mer. Mais donc, ça veut bien dire C'est vrai. qu'aujourd'hui, non, mais c'est vrai, c'est très français aussi. Moi, je viens du rugby, donc excusez-moi d'être un peu grivois de temps en temps, mais ça permet de se détendre aussi et de voir les choses. C'est Mais vrai. ce qui est intéressant à voir, c'est que de toute façon, il y a quand même des solutions. Il y a quand même des Bien sorties. sûr. Bon, on a perdu, il faut quand même être assez clair, on perd en gros 1200 agents immobiliers sur l'année 2023, on est toujours à peu près dans les mêmes tendances actuellement, mais il y en a quand même qui ont créé leurs agences, ce qui fait qu'à la CCI aujourd'hui, on a quand même toujours, allez, on va dire il y a une déperdition, mais au lieu de 43 000 cartes T, on a 41 700 cartes T. Donc finalement, bon an, mal an, on a perdu un peu, mais pas tant que ça. En revanche, Oui. là où on a perdu un peu, c'est chez les mandataires. Les mandataires, il y Ah en oui. a on a 18 000 de moins à la CCI aujourd'hui. Il Ouais. y avait 90 000 mandataires, mais on était monté aussi très très haut. On est passé de 50 à Et 90 oui. 000. Et On notamment avec redescend. l'après-Covid. Mais alors, déjà, il y a la Covid, il y a aussi le fait que certains mandataires n'ont pas pris les choses. Je rappelle quand même une chose, c'est basique chez moi, mais je suis un peu emmerdant avec ça. Mais déjà, pour réussir dans ce métier, il faut bosser. Voilà, Ah oui, donc ça, déjà, on ne peut pas juste dire, ça y est, je fais de l'immobilier, je suis expert IMO, et puis se dire, forcément, ça va rentrer. Donc, ça veut dire qu'il faut être sur le terrain, il faut chapeauter, il faut tout bien savoir. sûr. Il faut être partout, il faut être dans les réseaux, il faut se connaître. Et quand on prend les choses par le bon bout avec les process qu'on vous a donnés, on va quand même réussir quelque chose. Après, parfois, il y a un petit peu de chance aussi, il faut quand même l'accepter aussi. C'est pas parce que, et c'est là, ça arrive. J'ai beaucoup bossé et ça n'a pas tout de suite porté ses fruits. Mais en revanche, il ne faut pas abandonner trop vite parce que justement, souvent, les fruits, ils arrivent un peu plus tard. Mais c'est comme ça. Il faut un temps pour que les gens nous reconnaissent comme étant pros. Il faut un temps pour que les gens aient envie de bosser avec nous. Il faut un temps pour quelques réussites, et ces réussites-là, il faut vraiment les véhiculer dans la foulée. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler pour qu'on démontre qu'on est l'acteur nécessaire, etc., etc. Donc, il y Oui. a eu ce problème-là aussi, c'est que beaucoup d'agents commerciaux sont arrivés, par exemple, et là, c'est pas pour faire des vacheries aux autres, mais le MLM, c'est une chose, mais maintenant, il y a des personnes sur lesquelles bah, on les a pas mis dans le bon axe. On leur a proposé de recruter pour recruter, Bien mais sûr. on leur a pas proposé d'apprendre à vendre. Et Bien la sûr. problématique, c'est que quand tu rentres pas d'argent, il y a un moment donné, il faut que tu ailles rechercher un CDD ou une mission quelque part. Donc, à force, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont préféré abdiquer quand il y a des cotisations relativement lourdes, et on a perdu des agents commerciaux, mais on en a perdu autant dans les agences traditionnelles que dans les réseaux. Donc, c'est pas le modèle qui est pas bon, c'est que simplement, aujourd'hui, peut-être on a fait miroiter à des personnes qui n'avaient pas l'axe d'experts ou de professionnels de l'immobilier pour réussir dans ce métier. Nous, on vous accompagne et c'est aussi l'idée pour vous faire réussir. Mais je vous assure qu'il y a des tout petits réseaux sur lesquels bah, on tente une opération, mais derrière, bah, forcément, l'agent commercial, à un moment donné, il ne s'y retrouve pas. Dans un marché tendu, quand ceux qui ont créé par exemple, leurs activités entre 2020 et 2022, bah, il y a eu un marché un peu plus compliqué parce que arrivé en 2023-2024, si vous n'avez pas pris des parts de marché, c'est compliqué. Mais il y a un marché. Donc maintenant, pour répondre à ta question, 2025 maintenant, puisque 2024, c'est quasiment bouclé, on sait qu'on va tourner aux alentours des 800 000 800 transactions. 000, ouais, c'est ce qui est prévu. Oui, à peu près. Alors, il y en a qui annoncent 770 000. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu des Non. frémissements à partir de juin. Il y a eu des frémissements sur le retour des vacances scolaires. Ça a quand même repris un peu. C'est pas encore la joie, mais c'est pas trop mal. Les perspectives pour l'instant, si vraiment on n'a pas d'autres gros pépins, je sais pas moi, le problème d'Israël, parce qu'on n'a pas parlé du 7 octobre, mais ça a quand même aussi un peu tendu les Les élections activités. américaines aussi. Il y a les élections américaines aussi. Alors, là, elles sont dans quelques semaines, hein. C'est le 4 novembre prochain. Ouais. L'installation du président sera le 4 janvier. Ça n'a pas un énorme impact chez nous.
En revanche, il faut savoir que l'élection américaine, on le voit de très loin, et c'est pas ça où il y a le plus d'impact chez nous. En revanche, économiquement, nous, ce qui nous pose un problème, c'est la BCE, c'est-à-dire que on a perdu en qualité, c'est en qualité de notation. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est que la notation, mais je pense que maintenant, comme les journalistes en parlent de plus en plus, bah, cette cotation nous permet d'avoir une crédibilité, ce qu'on appelle une bonne signature. On était double A plus, on est passé double A, et là, on est double A moins. Donc ça veut dire Ouais. on a encore de la confiance, on arrive quand même à aller chercher des crédits, ce qui est phénoménal, hein. Et de moins en moins. Et le pays, on va dire, notre style plaît. En revanche, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme la Grèce ou l'Espagne ou le Portugal, qui ont eu des obligations de décision qui étaient drastiques. Je rappelle quand même que la Grèce, pendant quelques années, ça a été très très dur. On payait tous Certains les spécialistes prestataires. disent qu'on n'en est pas loin. Ouais, on est à deux pas, hein, donc il faut On faire est à quand même deux pas. attention. Ouais. Faut arrêter de croire que tout va bien. Simplement, il faut prendre des vraies décisions. Donc ça, on sait ça. Maintenant, si il ne nous arrive pas de catastrophe, on va dire en dehors pardon, de catastrophes, qu'elles soient économiques ou politiques, logiquement, pour l'instant, toutes les perspectives sont rassurantes pour le début de 2025. Oui, Alors, quand je dis rassurante, c'est un marché normal. Ce n'est pas un marché à 1,2 oui, million, c'est un marché entre 800 et 900 000 euros. c'est ça. 900 000 ventes, pardon, 900 000 ventes. C'est ça, ce marché qu'on devrait retrouver. Donc, on a une perspective à 850 000 actuellement pour 2025 de ventes. Voilà, donc pour l'instant, tous les feux sont plutôt allez, à un vert orangé, mais un vert quand même, un légèrement Ouais. vert. Donc, on est un peu optimiste de ce côté-là. Alors, sans être non plus euphorique, hein, c'est pas... mais le marché est normal. Voilà. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'intermédiation a vachement progressé. Donc aujourd'hui, beaucoup de clients s'appuient sur la transaction intermédiaire pour faire leur projet immobilier Ouais, parce ouais. que, et là aussi, c'est un changement de consommation enfin, qui a vraiment différé. Quand on achetait pour 22 ans, on prenait son temps. Aujourd'hui, on achète pour 5 à 7 ans. Vous voyez, par exemple, là, il y a aussi un gros sujet qui intéresse beaucoup l'économie, on en parle pas mal en presse, c'est la portabilité du crédit. Alors, la portabilité du crédit est une chose, mais ce qu'il faut voir, c'est comment ça va s'opérer. Parce que je Mhm. rappelle que la portabilité serait intéressante. J'ai pris un crédit, par exemple, pour une maison, je change de maison, je garde mon crédit, j'achète l'autre maison avec ce crédit-là. Ce qui peut Mhm. m'intéresser quand les taux d'intérêt bas. Mais l'inconvénient, c'est que ces taux d'intérêt bas aujourd'hui, même à 3,5% actuellement la tendance, 3,5%, c'est que la banque, elle spécule sur un remboursement anticipé. Si elle doit assurer son crédit sur 20 ans, elle va augmenter son taux de crédit. Parce que pour l'instant, sa rentabilité, elle se fait sur les premières années. Donc, c'est pour ça faudra vérifier que la portabilité potentielle, puisque le gouvernement devrait prendre une décision, n'est pas une incidence sur, on va dire, l'actuariat d'une banque qui disent, bah oui, mais attention, moi, je peux vous faire du 3,5 si j'ai une moyenne de remboursement à 7 ans. En revanche, si ma moyenne de remboursement remonte à 20 ans, je ne peux plus vous faire du 3,5, mais je vais vous faire du 5,5, puisque l'inflation est à 6. Tout à fait. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est là où... Mais en revanche, économiquement, à la sortie, ça sera la même chose, hein. C'est-à-dire que Ouais, celui ouais, je qui suis sûr. c'est simplement que le client, il aura du mal à accepter le 5,5, alors que déjà, que ça a quand même un peu sclérosé le marché quand on était à 4. Mais si on remonte à 5,5 pour arriver à être rentable, c'est évident que beaucoup de clients vont d'abord se bloquer. Hein, parce on a eu une forme de stupeur quand on a vu les taux remonter très vite. Parce que ce qui a été fort, c'est la remontée qui a été très, très rapide. D'habitude, une remontée de taux, ça se fait un peu C'est ça. lentement. Mais là, d'un seul coup, on est passé quasiment de 1 à 4. On a été, ça a été aussi pour moi un gros facteur dans ces complications, c'est que la brutalité des taux par rapport au prix de l'immobilier qui n'ont pas baissé, ça a mis un énorme coup de pression sur l'immobilier parce que en fait, à un moment, tu as perdu des millions d'acheteurs en fait, tout simplement, qui n'avaient plus les moyens d'acheter. Oui, mais même qui avaient peur d'être les dindons de la farce, c'est-à-dire qu'ils avaient les moyens. Mais eux, ils se sont dit, tu perds 25. Ouais, Aussi, t'as perdu 20% de ton pouvoir d'achat, donc c'est c'est quand même ça. beaucoup. Mais maintenant, C'est énorme. tu pouvais quand même acheter. Tu pouvais acheter, mais tu pouvais Ouais. acheter moins bien. C'est Il y avait tout. les deux. Ouais. Tu perdais des mètres carrés. Ouais, Voilà, tu perds des mètres carrés, on disait qu'on perdait à peu près 14 mètres carrés en moyenne. ouais. Ouais, tu perdais une chambre et demie, je crois, j'avais vu un article. C'est ça, Ouais, exactement. C'est ouais. ça. Ben, merci beaucoup en tout cas, Claude Olivier, c'était super intéressant. Merci. Avant qu'on attaque justement, fort de ce constat quand même assez optimiste de manière générale, donc c'est plutôt encourageant, est-ce que vous avez des questions à poser à Claude, Claude Olivier?
Ouais, on dirait qu'ils ont tout compris. Parce que je suis très clair, c'est Ah, pour ça. c'était super clair. Bon, ben, moi, je ne sais pas comment je vais m'en sortir après un discours aussi magistral. Du coup, je vais Bon, boire. on n'est pas inquiet là-dessus. Alors, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question à se poser, ça. Pendant que je fais la présentation, est-ce que tu peux gérer le chat s'il y a des questions pour l'instant, Oui, pour l'instant, j'en ai pas, donc c'est bon. super. Fort de ce constat, on fait quoi? Déjà, alors moi, j'aime bien poser une question. On va regarder, je pense qu'on va avoir des réponses dans le chat. Alors, il y a Franck qui dit aujourd'hui, la commission doit être de plus en plus discutée. Ah oui, il y a plus de négociations. Ça, on le voit aussi, qu'il y a de plus en plus de négociations et que sur les commissions. Ouais. Après, il faut. Alors, ça, c'est un vrai sujet Un sur vrai lequel sujet, ouais. ouais, j'ai beaucoup bossé cette année. Je pense que, mais ça va avec notre peur. En fait, je pense qu'on joue avec la peur, hein. Je suis un sportif, donc quand on joue en défense, on prend, pour moi, une seule chance, c'est d'essayer de pas perdre. Mais Ouais, c'est rare qu'on arrive à gagner. Donc, il y a un moment, je comprends, on a besoin d'entrer des mandats. Un moment où le confrère a fait moins cher. J'ai fait un post il y a pas longtemps sur Haussmann. Qui donc a déposé le bilan avec des taux d'intérêt, enfin avec des ouais, taux pardon, de crédit, oh, j'y arrive, de taux d'honoraires pardon, trop bas au forfait au départ, hein, 2 000 euros au forfait, ensuite 5 000 euros au forfait, et puis ouais. Ça ils marche sont pas, ça. montés, ben, ça marche pas. Ça Et marche après, voilà, pas. ils sont montés à 2%. Et ça, j'en ai connu tellement qu'on fait ça. Il y a eu les agences de papa, il y a eu un 2 3 Bien webinaires. sûr, les 2% IMO, tout ça. Ouais, donc à un moment, il faut remettre un peu, comme vous dites souvent, l'église au milieu du village. C'est-à-dire qu'à un moment, ma prestation, elle vaut de l'argent. Bien Mes sûr. compétences valent de l'argent. Ma connaissance, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis conférencier, j'interviens. Si je suis payé, c'est parce qu'à priori, quand j'étudie un truc, je ne suis pas trop mauvais, j'ai une bonne connaissance des choses et je le retranscris d'une façon qui soit à peu près audible par tout le monde. Bien sûr. Donc, ça a de la valeur. Et bien, c'est pareil pour vous. La valeur que vous avez, c'est de savoir connaître votre marché, c'est de savoir qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qu'attendent les acheteurs et savoir le retranscrire pour que l'acheteur ait envie de se positionner. Mais brader mes honoraires, d'accord, moi, ce que j'ai fait cette année, j'ai fait un gros sujet de formation pour le monde du luxe, mais aussi pour le monde on va dire, du middle market. C'est que j'ai l'impression que votre offre différenciante, c'est, en gros, si je mettais une publicité, c'est je fais moins cher. Ouais, mais ça, Voilà, je fais moins cher en termes d'honoraires. c'est du C'est pas, nivellement par le bas. voilà. Et puis, c'est pas une offre pour moi. C'est pas ça que j'attends. Moi, vous savez, je suis prêt à payer 1, parce que l'incidence de 1 ou 1,5%, c'est rien sur un budget. Mais moi, je préfère payer 1 ou 1,5% avec un excellent pro qu'avec un mauvais pro. Donc, c'est vrai que c'est pas parce qu'on me fait 2%. Si j'ai 2% et j'ai tout et que c'est parfait, bah oui, évidemment, c'est moi qui gagne de l'argent. Mais à un moment, pour être bon, bah, il faut que vous suivez des formations, il faut que vous ayez un certain niveau de connaissance sur votre marché. Mais surtout, il va falloir que vous dépensiez de l'argent. Et cet Ah oui, argent-là, comment on fait pour avoir de la marge? l'investissement sur la. C'est compliqué. Si vous faisiez à chaque fois que vous rentrez un mandat une vente, je vous dirais, bon, alors regarde, on peut faire des efforts. Mais on sait aussi que la fiabilité du rapport avec notre client n'est pas toujours sereine. On sait également que parfois, il y a une loterie, c'est-à-dire qu'on est trois, quatre acteurs à travailler autour du bien. Et c'est finalement l'autre qui fait la vente. Donc, à un moment donné, j'ai dépensé de l'argent et je suis quand même un des rares métiers à engager une dépense sans certitude d'être payé. Donc, il y a un moment, il faut maintenir mes honoraires parce que c'est bien. En fait, c'est la politique de la terre brûlée quand on fait des honoraires trop bas. C'est qu'à un moment, bah, je vais plus avoir d'argent et je vais être obligé de m'arrêter. Ah, mais ça fait aucun doute. Alors, certes, avec notre modèle économique, à 100%, on a plus de marge, mais quand même, la première chose, c'est de fournir un argument et face à cette baisse face à cette négociation, et c'est surtout comment vous allez vous différencier par rapport à vos confrères et quelle est la vraie valeur ajoutée que vous allez apporter. Et les arguments, on pourrait en parler pendant une journée entière, parce qu'il ne manque Absolument. pas. Et on peut aller du B à bas jusqu'au plus créatif. C'est ça qui est fantastique aussi dans notre métier, c'est que il y a énormément de créativité et il en reste encore beaucoup à découvrir, je pense, en termes de prospection et d'image qu'on peut apporter. Et je pense que chercher des arguments pour contre-attaquer ce nivellement par le bas, ça, c'est effectivement un vrai sujet de formation. Alors, face à cette complexité, moi, j'aimerais bien savoir dans l'audience, alors dans le chat, s'il vous plaît, on va faire un code de chiffres. Vous tapez 1 si tout va bien dans votre business. Vous tapez 2 si, bon, c'est pas foufou, mais bon, ça va quand même, vous en sortez. Ou 3 si c'est vraiment, vraiment compliqué. Voilà.
Comme ça va être intéressant de voir un petit peu les différents profils dans l'audience. Donc, 1, ça roule. 2, ça bougeote. 3, c'est le bazar. Voilà. Donc là, on a un 2 et un 3. Donc, je pense qu'il va y avoir une majorité de 2 et voire de 3. Donc, on n'a que du 2 et du 3. OK. Donc là, vous constatez que c'est le bazar, de manière générale. Alors, je vais vous partager l'écran. J'ai fait un petit PowerPoint. Alors, ne soyez pas à pleurer, il est un peu chargé, mais ça va quand même, on va quand même aller assez vite. Alors, si je ne vais pas partager ça, je vais partager ça. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint en plein écran? Tu le vois, toi, Claude? Très bien. Ouais, ok. J'ai une question quand même qui est sur le chat là. Oui. Quid de la baisse, c'est Zim. Quid de la baisse encore des prix de vente? Quelle perspective encore? Moins 10, moins 20%. Les prix ont baissé de 10% environ, mais on reste sur des prix basés sur les taux à 1% et une demande explosive post-Covid. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a connu une vraie baisse de 10%, hein. Il y a les villes, on va dire, plutôt secondaires, mais bon, ça va vite. C'est-à-dire que c'est toujours le problème en statistique, et la presse là-dessus, elle n'est pas toujours très claire. C'est que je vais vous donner juste une façon. Moi, j'ai un moteur d'estimation, donc je viens du monde de l'algorithme. Le problème, c'est que mettons comme données. Donc, ça va dépendre du prix de base. Par exemple, je vais à Saint-Étienne, le prix de l'immobilier était à 1 000 euros du mètre carré. Et d'un seul coup, c'est monté à 1 400 euros du mètre carré. Donc, on a fait 40% d'augmentation. Oui, c'est énorme. Mais il faut dire que la base, elle est basse. Donc, forcément, je peux monter à 40%. Mais, par exemple, quand vous prenez Paris, on va ressortir de Paris. Paris, on vous a dit, ça y est, le prix de l'immobilier est descendu en dessous de 10 000 euros. Alors maintenant, je vais vous dire un truc, c'est que il faut voir comment on alimente la base de données. Si on reprend, et on va sortir de la crise, alors il y a la Covid, il y a la loi du DPE qui sont importantes, et puis il y a une forme de crise financière. Les trois mélangés sur 2020 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec la loi sur le DPE, plus le fait qu'on ait une sortie de crise monétaire, il y a moins de biens qui ont été mis à la vente. Mais qu'est-ce qu'on a vendu le plus sur les grandes villes de France? En 2021, 72% des biens qui étaient publiés en annonce immobilière, donc en fin 21, étaient des DPE en F ou en G. Donc, on s'est débarrassé, en gros, entre guillemets, excusez-moi, des nanars. On Mm. a sorti des nanars et on a vendu beaucoup de nanars. Qu'est-ce que ça a fait dans une balance? Si vous prenez une balance, quand on fait une estimation du prix de l'immobilier, on fait ça comment? On dit, je prends les biens extrêmement chers et je prends les biens extrêmement peu chers et je les sors. Ensuite, je mets dans la balance au milieu les biens haut de gamme, les biens moyenne gamme. Pour faire simple, hein, il y a plus de vecteurs, mais on va prendre ça. On va prendre comme indice le haut de gamme, le moyen de gamme, et puis le bas de gamme, on va dire, ou le très très populaire. Et on met tout ça dans la moulinette et on dit, bah, ça fait un prix médian de temps au mètre carré. Sauf que là, on a une problématique, c'est que les biens chers ont été réservés, on les a gardés, on ne les a pas revendus tout de suite parce qu'on avait peur de ne pas les vendre aussi cher. Les biens middle market, ben, les gens n'avaient pas les moyens de se dire je perds en crédit, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a vendu au maximum? C'est les biens qui étaient peu chers, très très peu chers. Donc, ça fait une tendance baissière. Et là, on se dit le prix de l'immobilier a baissé de 10%, de 12%. Sauf que c'est faux. Qu'est-ce qui a baissé de 10 ou de 12%? C'est les biens nanar. Mais les biens middle market, eux, ont réellement une incidence, comme disait tout à l'heure Jonathan, de moins 3, moins 4%. Ouais, Voilà. c'est ce qu'on dit. Et Alors, le haut de gamme, quasiment zéro. Il n'y a même pas de baisse de prix. Voilà. des hausses même, j'ai eu. Oui, oui, il y en a toujours des hausses, hein. Lyon Ouais, a augmenté. Il n'y a que Bordeaux qui a un peu baissé. Mais ouais. Lyon a augmenté. Paris a légèrement augmenté aussi. Donc, vous voyez, on a effectivement quand même une tendance toujours, en tout cas au moins stable. C'est ça qui est beau, c'est que dans l'immobilier, il n'y a pas un marché, mais il y a une multitude de marchés en réalité. Et sur une commune, il y a déjà une multitude de marchés. Alors, il y a des tendances. Alors, Zim n'est pas content de mon exemple sur Saint-Étienne. Mais c'est pareil si je prends Clermont-Ferrand, Ah Roanne, oui, 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 si je prends Limoges, si je prends Angoulême. Si vous voulez, si on prend des villes qui sont des villes qui ont une forte rentabilité parce que le prix de l'immobilier est attractif, donc à ce moment-là, dès qu'il y a une petite hausse, ça fait tout de suite une incidence très très forte. Mais si on prend les grandes villes de France, finalement, aujourd'hui, les baisses sont pas si colossales que ça. Alors, maintenant, on va répondre, pour qu'on avance sur le sujet, on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Tu es d'accord, Olivier? Très bien.
Alors, fort donc de ce constat, parce qu'on ne va pas pouvoir parler en détail de toutes les communes, parce qu'on est limité dans le temps, et il faut rester dans la généralité pour qu'un maximum de personnes soient intéressées. Donc, fort de ce constat, du coup, la première chose à se poser, effectivement, c'est de se poser la question déjà si vous êtes impacté ou non en fonction de votre micro-marché ou de vos marchés de cette crise, on va dire. J'emploie le mot crise, mais de ces complexités, de ces difficultés. Le mot crise est un peu fort, comme on l'a vu. C'est plutôt positif. Donc, pourquoi il faut se poser des questions? Parce que si on ne se pose pas des questions, ben, ça va être compliqué de faire un diagnostic. Et si on ne fait pas de diagnostic, sur quel levier, finalement, on va intervenir ben, pour continuer à se développer? Parce qu'on a bien beau dire, c'est la crise, j'y arrive pas, nanana, mais comment on est impacté et qu'est-ce que je fais suite à la difficulté? Est-ce que je suis vraiment impacté par la crise, finalement, donc pour parler des difficultés, ou est-ce que finalement j'ai moins de... Parce que comme l'a dit Claude Olivier tout à l'heure, euh, ceux qui bossent, il n'y a pas de secret. Ceux qui bossent, on a des milliers d'agents au téléphone tous les ans, ceux qui bossent, ils s'en sortent toujours. Alors pourquoi ceux qui travaillent, ceux qui, entre guillemets, comptent pas leurs heures, parce qu'on peut aussi travailler beaucoup pour pas grand-chose, mais on va dire ceux qui travaillent dans l'efficacité, pourquoi eux, ils s'en sortent et pas les autres? Ça, ce sont de vraies questions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en quelque sorte une anamnèse de sa situation. J'ai déjà fait des coachings d'ailleurs sur la performance du négociateur, avec des tableaux sur les chiffres, sur... J'aimerais savoir, dans l'audience, si je vous posais la question, par exemple, de savoir combien de mandats il vous faut pour faire une vente, par exemple, ou combien d'appels téléphoniques, ou combien de piges, combien d'heures de prospection en vue d'obtenir des mandats et en vue d'obtenir des ventes, combien de personnes seraient susceptibles de répondre et d'avoir vraiment des données fiables en vue de faire des prévisionnels? Très peu, en tout cas, quand je pose la question, quand j'ai les agents de téléphone. Donc, nous, notre métier, on est systématiquement dans l'adaptation. Notre métier, ceux qui s'en sortent sont principalement ceux qui s'adaptent, ceux qui se remettent en question, ceux qui se forment, et comme disait Claude Olivier, ceux qui travaillent dur. Ça, c'est la base. Donc, comment êtes-vous impacté? Les questions assez rapidement. Alors, juste une seconde, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Vous devriez voir la deuxième slide, mais... Tu vois quoi, toi, Olivier, là, à l'écran? Les bonnes pratiques pour se développer en temps de crise. Donc, ça va pas. C'est pas la bonne. Donc, je Là, on recommence. voit des enfants, là, Oui, bah, c'est mon qui fils. jouent, qui jouent aux échecs. C'est ça. Et hop, partager. Voilà. Donc, avec deux écrans, je jongle un peu. Voilà, là, ça devrait fonctionner. Donc, comment elles vont être impactées? On va évaluer donc l'impact sur notre business local. Les bonnes questions à vous poser. Bah, tout d'abord, est-ce que la situation actuelle a évidemment, dans la finalité, un impact sur votre réseau? Est-ce que votre chiffre d'affaires baisse? Sur le volume de transactions également, est-ce que vous avez constaté, avec des prévisionnels que vous auriez pu faire, un volume de transactions qui baisse? Alors, c'est pas, oui, là, ça baisse, je comprends pas. C'est l'année dernière, au même moment, j'ai fait 8 transactions et j'avais un prévisionnel de, je dis ça veut dire 50 000 euros sous le coude, en compromis. Aujourd'hui, je suis à combien? On est sur des données factuelles. On n'est pas, hop, le vent dit que. On est vraiment sur des données fiables. Votre concurrence, on en a parlé aussi avec Claude Olivier. Le marché a fait ces dernières années que vous avez eu beaucoup, alors même s'il y en a beaucoup qui ont arrêté ces derniers temps, il y a eu entre guillemets un écrémage, mais ces dernières années, il y a eu beaucoup plus de concurrence. Comment se comportent vos confrères? Alors là, ça a été aussi un des sujets. Vos commissions. Est-ce que vous avez dû baisser vos commissions? Est-ce que vous avez plus de négociations? Tout ça, ce sont des questions. On ne va pas apporter les réponses là, mais ce sont des questions à vous poser et ce sont des indications que ça bouge sur le secteur, sans parler forcément de crise, mais ça va peut-être vous demander de vous adapter, en fait. Votre portefeuille de clients, est-ce que vous avez plus de difficultés ou moins de difficultés, pourquoi pas, à rentrer plus de mandats, en fait? Est-ce que vos clients, face à ce qui se passe, sont plus hésitants? Est-ce que vous devez armer plus votre discours, muscler votre discours, offrir une expérience client encore plus forte? Avez-vous perdu des mandats face à des confrères qui finalement racontent, ça arrive souvent, racontent n'importe quoi aux vendeurs, par exemple, ou si dans n'importe quelle condition?
est-ce que vous êtes arrivé, ce qui influe sur peut-être votre discours, les prix du marché. Alors, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des mouvements également sur les prix de marché? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Parce qu'on voit de tout. Donc là aussi, ça demande de l'adaptation et ça demande de faire une veille. Alors, il y a plusieurs types de veille que le professionnel doit faire. Il y a tout d'abord la veille, on va dire, du marché. Et ça, il y a un bon outil, c'est la pige immobilière. Hein. Quand on ouvre un outil de pige immobilière, alors certes, en besoin primaire, c'est de décrocher un rendez-vous en vue d'obtenir un mandat. Mais la pige immobilière est un excellent baromètre aussi de votre marché local. Vous ouvrez votre pige, tout de suite, vous savez ce qui se passe sur votre secteur. Ça permet de surveiller votre secteur, en fait. Les prix du marché aussi, si on va plus loin, la pige, ça peut, pour ceux qui font une veille, on va dire, concurrentielle, ça va vous permettre également de vérifier un petit peu, de surveiller si ça vous arrive que vous n'avez pas une exclusivité ou si vous avez une exclusivité morale, voire contractuelle, ça arrive aussi, un vendeur qui publie un bien à des prix, à des conditions différentes de ce que vous avez un mandat exclusif ou pas, d'ailleurs, ça vous permet de réagir tout de suite. Donc, vous pouvez aussi vous servir d'un logiciel de pige pour vous servir de baromètre. Ça, c'est intéressant aussi. La relation avec vos partenaires. Là aussi, comment réagissent vos partenaires locaux, notaires, courtiers, géomètres? Est-ce qu'ils expriment des inquiétudes sur votre secteur? Alors là aussi, on est sur un rallongement. Alors, c'est pas énorme, mais on le voit ces derniers mois, on est aussi sur un rallongement des ventes. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres. Je suis sûr que toi, tu connais les chiffres, Olivier, mais je sais qu'on a un rallongement des Oui, transactions. on est passé de 73 à 84 jours, 94 jours en moyenne. Voilà. Donc, bon. Ah, c'est ce que j'adore avec Olivier, c'est qu'on a toujours les chiffres précis. euh, Donc, on est sur une légère augmentation des délais. Ça aussi, alors, il n'y a rien de catastrophique, mais ça doit également alerter sur ce qui se passe sur votre secteur et surtout pourquoi vous, à votre niveau local, vous avez des rallonges. Est-ce que c'est des financements qui sont plus durs à obtenir? Est-ce que c'est de l'administratif? Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet, toujours pareil, d'être réactif sur votre marché, d'apporter des solutions rapides s'il y a besoin, de passer pour un vrai professionnel, de ne pas être pris au dépourvu entre le compromis et l'acte. Là, vous défendez du coup ce pourquoi vous avez été mandaté. Et puis encore une fois, vous défendez vos honoraires et puis, mine de rien, vous les toucherez plus rapidement. Vos efforts marketing, là aussi, est-ce que vous avez dû réduire vos dépenses marketing? Est-ce que vous avez dû les adapter, les augmenter? Pourquoi pas, en fonction des secteurs. Là aussi, parce que bon, on va le voir un peu plus tard, dans la prospection, il y a d'innombrables techniques de prospection. Il y a plus ou moins la prospection active et la prospection passive. La prospection passive, c'est ce qui coûte cher, souvent. C'est typiquement la publicité, ça va être une pub dans le journal, c'est tout ce que vous investissez et la publicité qui travaille pour vous. En fait, est-ce que vous avez dû réduire ces coûts? Et si vous avez dû réduire, si vous réduisez ces coûts, comment finalement vous les compensez avec d'autres techniques de prospection, donc pour le coup actives, qui vont vous demander plus de temps et moins d'argent. Donc là aussi, ce sont de vraies questions à vous poser dans l'anamnèse de votre situation. Alors ça, c'est plus pour les agences et les ressources humaines. Est-ce que vous devez réduire vos effectifs? Il y a beaucoup d'agences immobilières qui ont fermé l'année dernière, et ça continue, même s'il y en a d'autres qui ont ouvert. Donc là aussi, pour les agents immobiliers, c'est une vraie question à se poser. Et une question aussi auquel on ne pense pas forcément, c'est le moral de vos troupes. Comment vos agents co ou vos salariés, ou vous-même, vous vous situez par rapport à la situation économique? Est-ce que vous avez le moral au beau fixe? Parce que là, ce qui se passe, j'ai beaucoup d'agents effectivement au téléphone qui ont le moral dans les chaussettes parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer le mandat, ils pensent à arrêter, etc., etc. Mais avant d'arrêter, il y a peut-être des solutions à trouver. Et sans parler d'immobilier, si on arrive, alors je sais que c'est pas facile, mais si on arrive en rendez-vous vendeur et qu'on n'a pas le moral, autant vous dire que je pense, sans exagérer, que vous tirez une balle dans le pied d'au moins 40%. Alors je sais que c'est pas facile en ce moment, mais les gens ont envie de travailler avec des personnes positives
et non négative. Donc, surveiller votre morale, entre guillemets, et le moral des troupes de l'agence est pour moi extrêmement important parce que les clients accorderont leur confiance à des gens positifs de manière générale. Bon, le marché immobilier local, c'est tout ce qu'on a vu. Est-ce que vous sentez un ralentissement, une baisse des ventes, une baisse des mandats, de la demande acheteur également? Ça aussi, on va en parler de l'acheteur. Et vos investissements, avez-vous des biens invendus ou non loués depuis longtemps? Là aussi, on en a parlé, c'est assez actuel par rapport à tout ce qui se passe dans le neuf, notamment. Est-ce que vous ressentez une baisse des investisseurs? Si vous êtes spécialisé dans l'investissement, alors en stratégie, vous pouvez vous spécialiser dans certaines niches. Ça peut être le viager, ça peut être les biens à rapport, ça peut être n'importe quoi. Donc, si vous travaillez beaucoup avec des investisseurs, on sait que c'est le bazar, vous devez forcément le sentir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me diversifie? Est-ce que je travaille encore plus dur sur ce marché-là, sachant que je sais que je vais galérer? Ça aussi, ce sont des vraies questions à se poser. Donc voilà, j'ai recensé 10 questions, à mon sens, les plus... Alors évidemment, il y en a d'autres. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à vous manifester. Mais c'est à mon sens, voilà, avant de parler des leviers et sur ce sur quoi on va agir, il faut d'abord essayer de poser un diagnostic. Et pour moi, ce sont les 10 plus... les notions les plus importantes sur lesquelles vous devez vous poser, parce que c'est sur ces leviers-là, pour les coups, c'est que maintenant qu'on a vu les difficultés que vous pouvez ressentir, c'est bah, qu'est-ce que je vais mettre en face pour contrecarrer ces difficultés. Il y a des notions sur lesquelles vous n'allez absolument pas pouvoir intervenir. Moi, je vous conseille de faire un tableau sur, OK, ça à gauche, je peux intervenir, à droite, je ne peux pas intervenir. Vous n'allez absolument pas pouvoir dire aux banques de baisser leur taux. Vous n'allez pas pouvoir dire au gouvernement, il faut refaire un programme, enfin, il faut refaire une politique d'investissement avec de la défiscalisation. Vous n'allez pas pouvoir le faire. En revanche, vous allez pouvoir, vous, agir sur du local. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces notions? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Bon, visiblement non. Alors maintenant, comment? Sans plus, d'accord. Et est-ce que ça te parle, Franck, ces notions? Est-ce que si tu te poses 1 heure avec un papier, tu te dis, bon, ok, tous ces points-là, j'y pense, et est-ce que je suis vraiment, avec recul maintenant, est-ce que tu te dis, effectivement, ces 10 points-là, c'est ce qui est en train de se passer sur mon secteur? Ou pas forcément tout d'ailleurs, ou d'autres? Évidemment, très bien d'avoir une liste pour travailler sans oublier certains aspects. Oui, ce sont mes questions du moment. Bon, c'est bien. Il aurait pu y en avoir d'autres, hein, évidemment. J'ai pris ceux, à mon sens, les plus percutantes. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, Claude Olivier l'a dit tout à l'heure. Et moi, je rejoins Claude sur ce point-là, c'est qu'il y a eu une brutalité de la montée des taux face... Alors, il y a une correction du marché qui est en train de se faire, on va dire, mais il y a surtout une brutalité de la montée des taux face à des prix qui n'ont pas baissé. Parce que, effectivement, si on faisait, comme Claude l'a fait tout à l'heure, le rapport par rapport à la bourse, c'est que la bourse, en 24 heures, ça peut monter et descendre très rapidement. L'immobilier, on était sur des cycles beaucoup plus longs. Ce qui fait que le temps que les vendeurs prennent conscience qu'ils doivent baisser, on le voit. Et quand on corrèle ça face aux besoins de logement, alors c'est encore plus dans la location, mais il n'y a pas tant de mandats que ça non plus en vente par rapport même s'il y en a un peu plus, mais c'est pas suffisant. Il ne peut pas y avoir vraiment de baisse de prix et il n'y en aura pas. Je ne vais pas vous faire peur, mais Claude Olivier l'a dit tout à l'heure, pour redonner une vraie dynamique du marché, il faut minimum 15% de baisse de prix. Minimum. Pour, on va dire, rattraper la brutalité des taux, entre autres. Si 5%, c'est pas suffisant. Donc, pour moi, un des enjeux majeurs là que vous devez avoir avec vos mandants, c'est travailler les baisses de prix. Alors, en renégociation mandat, bien entendu, parce que très rapidement, de toute façon, un bon professionnel, c'est tout de suite si le prix est surévalué ou pas, de ce que demande le vendeur, mais aussi en rendez-vous vendeur. Et on en a vaguement parlé tout à l'heure, c'est qu'en rendez-vous vendeur, si le vendeur vous propose un prix complètement déconnecté de la réalité,
Vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que, en gros, je travaille avec cette personne ou pas? Et là, plusieurs cas de figure. Il y a un prix totalement déconnecté du marché, mais derrière, il y a un vrai projet. Par rapport à la règle des 5D, par exemple. Vous savez que derrière, il y a un projet et que le vendeur a un réel besoin de vendre. On n'est pas sur le vendeur qui dit « Ouais, moi, si je ne vends pas, je mets en location. » On entend tout le temps ça, même si c'est débile, souvent, parce qu'il n'y aura aucune rentabilité. Mais vous avez un vendeur qui a un vrai projet. Mais vous savez que c'est trop haut. Là, peut-être que ça vaut quand même le coup de le rentrer. Avec, comme disait Claude Olivier tout à l'heure, un discours, on va dire, qui instruit, un discours qui va lui dire, OK, on va tenter, on va se remonter les manches. Par contre, dans 2 semaines, un mois, grand max, votre bien ne se vend pas, vous ne vendez pas, on ne trouve pas d'acheteur. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le vendeur? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça va engendrer d'autres problèmes, notamment le phénomène d'usure. Votre bien va basculer dans les invendus. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est trop haut. Et évidemment, inutile de vous dire qu'il faut arriver avec des comparables. C'est-à-dire que quand vous allez préparer votre rendez-vous vendeur, vous allez arriver avec des comparables similaires à son bien pour lui dire c'est trop cher. Parce que si vous avez que votre bonne foi, alors si vous avez un bon blabla, ça peut fonctionner, mais si vous arrivez avec du factuel, autant vous dire que vous allez enfoncer le coup. Parce que c'est pas vous qui le direz, c'est le marché, en fait. Mais en tout cas, vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que je travaille avec cette personne ou pas? Moi, je vous dis tout de suite, si derrière il y a un projet, ça peut valoir le coup. S'il n'y a pas de projet, moi, je vous invite à refuser le mandat. Parce que, et vous allez voir que le vendeur va vous appeler finalement. Parce qu'il va se casser les dents. Il n'y aura pas beaucoup de professionnels qui finalement, il y a des professionnels qui vont faire le mandat, mais ils ne vendront pas. Et ces professionnels-là, vous augmentez les chances qu'ils travaillent pour vous. Mais il y a toujours un facteur chance. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais le vendeur, la dernière fois, c'est ce que j'ai fait, puis l'agence a vendu trop cher. Ça peut arriver. Mais statistiquement parlant, vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'avez pas perdu de temps et il y a eu un coup de chance. Ça peut arriver. Mais sur le moyen et long terme, c'est vous qui faites le plus de chiffre d'affaires. Surtout en ce moment. Alors, c'était un peu moins vrai, effectivement, à l'après-Covid, avec tout ce qui s'est passé, avec l'engouement. Mais là, on est revenu on revient sur un marché normal, avec des méthodes de travail normales. Donc, effectivement, eh bien, il faut s'adapter donc du coup à ces dernières années et voilà. Un rendez-vous vendeur, pas de projet, pas de mandat. Un projet, un mandat. En gros, je caricature, mais ça revient un peu à ça. Ce qui m'emmène à la deuxième notion, renouer avec votre portefeuille de vendeur. Une multitude de professionnels n'ont pas conscience des pépites qu'ils ont dans leur portefeuille. Alors, pas forcément à l'instant T, mais peut-être dans une semaine, un mois, 6 mois. Qu'est-ce que je veux dire? Où est-ce que je veux en venir? C'est que ça coûte toujours plus cher d'aller chercher un client que de travailler un client qu'on a un portefeuille. Et je sais comment ça se passe. Quand on a un mandat en portefeuille qu'on ne vend pas, généralement, au bout de 3-4 mois, ce qui est déjà long, on en a marre. Parce que on dépense de l'argent, parce que ça nous prend du temps, parce que le vendeur ne veut peut-être pas baisser, parce qu'on a fait un mauvais suivi. Mais quand même, l'expérience montre que, surtout dans cette période-là, pour des biens que vous avez, ça peut être des nanars, mais même un nanar à son client. Chaque pot a son couvercle. Un bien immobilier qui n'a pas son client, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas se leurrer. Quand ça ne fonctionne pas, alors il y a des biens plus ou moins compliqués, mais dans l'immense majorité, il ne faut pas se leurrer. C'est une question de prix. Et renouer avec votre portefeuille client, pour le coup, que vous auriez peut-être pu délaisser, ça nous est tous arrivé, parce qu'on en avait marre, vous allez voir qu'avec un vrai rendez-vous de renégociation, avec un vrai contact, avec un vrai suivi professionnel, avec des données factuelles, eh bien, vous allez peut-être renouer la confiance que vous auriez perdue, c'est possible, mais en tout cas, vous allez amener le vendeur sur une baisse de prix, et ça vous coûtera bien moins cher que d'aller chercher des nouveaux prospects. Attendez, je vais rentrer quelqu'un. Ensuite, on ne va pas se leurrer. Ce qui se passe aujourd'hui, le métier de mandataire ou d'agent immobilier, on a des métiers de relationnel et d'humain avant tout.
Et ce qui fonctionne, et ça fonctionnera toujours, quelles que soient les époques, vu les investissements et pour plein de raisons, c'est les bases du métier. Et c'est quoi les bases du métier? Alors, on vous a recensé au sein du réseau, c'est ce qu'on appelle chez nous la méthode Expertimo, pour le coup, la méthode des 5 P. On n'a rien inventé. En revanche, on a centralisé les méthodes qui, pour nous, sont les plus efficaces et qui ont fait leur preuve depuis que l'immobilier existe et qui font encore leur preuve aujourd'hui. Et quand j'ai des agents au téléphone qui fonctionnent ou pas, j'en reviens à ces règles de base. Et très souvent, ceux qui galèrent ont oublié les fondamentaux. Ce qui s'est passé aussi ces dernières années avec l'essor du numérique, alors on a beaucoup vu aussi pendant le Covid, le confinement, parce que on a tous cherché à être proactifs pendant cette période-là, c'est que le digital a pris un essor monumental. Ce qui est bien, c'est bien le digital, ça nous aide énormément. Mais ça nous aide énormément quand c'est bien utilisé. Et on a vu aussi une multitude de pseudo-formateurs, de boîtes dans l'immobilier qui se sont montées, qui allaient faire croire aux professionnels de l'immobilier qui, grâce à Facebook, grâce à des tunnels de vente, vous alliez rentrer des mandats en regardant la télé ou sur le canapé, ou même en train de dormir, soyons fous. J'ai tout vu. Alors là, on en voit beaucoup moins, parce qu'évidemment, au bout de quelques années, les professionnels ont vu que c'était de l'arnaque. Mais quand même, ils ont quand même arnaqué beaucoup d'argent et rentrer des mandats sur le canapé, ça n'existe pas. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Comme on dit pendant des années, c'est vendeurs de vent. Rentrer des mandats sur le canapé avec des tunnels. Alors oui, rentrer des mandats avec des tunnels de vente, quand c'est bien fait, ça existe. Moi-même, je l'ai fait. Mais ça existe quand c'est bien fait et quand il y a toujours une proximité avec, avec vos prospects, avec votre zone de chalandise. Voilà. Donc, on va renouer les bases du métier d'agent immobilier. On va utiliser, enfin, nous, ce qu'on préconise en tout cas, c'est la méthode des 5 P. La base, c'est la prospection. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot prospection? Le mot prospection, il est extrêmement vaste. Moi, je le définis comme l'intégralité des méthodes digitales ou physiques de la base, c'est-à-dire avec le publipostage ou le boitage, la prospection téléphonique, la pige, on va dire la base de la base de la base, jusqu'aux méthodes les plus créatives pour vous faire. Jonathan, est-ce Ouais. que, est-ce que ton PowerPoint tourne parce qu'on est toujours sur comment réagir là? Non, non, ça, pour l'instant, je l'ai pas fait encore tourner. Ah d'accord, ok. Non, c'était juste pour être sûr. Alors, merci. Non, non, j'allais pas tarder à le faire, mais pas encore. Donc, la Non. base de la prospection, effectivement, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais réfléchissez sur, vous partez de le plus bateau jusqu'au plus créatif. L'intégralité des méthodes qui vous feront distribuer des flyers, des cartes de visite, serrer des mains, rencontrer du monde, seront bonnes à prendre. Et pour ça, vous pouvez même vous fixer des objectifs. Parce qu'on sait très bien que et évidemment, l'intégrer dans votre agenda. Parce que dans la majorité des cas, si ce n'est pas marqué, on ne la fera pas. On se trouvera toujours de bonnes excuses. Vous pouvez vous fixer un objectif quotidien, par exemple, de distribuer 50 cartes de visite, serrer X mains, distribuer X flyers, se rencontrer. Voilà, c'est intéressant de se fixer des objectifs parce que si on ne le fait pas, de toute façon, très souvent, on se trouvera une bonne excuse. Tiens, je vais plutôt aller sur Facebook, mettre un post, ça sera plus facile. Sauf que ça sera beaucoup moins efficace. Donc ça, voilà, vous pouvez utiliser quand même une combinaison de prospection physique et digitale. Le deuxième P, c'est la présence. Alors, ça va de pair avec la prospection, mais vous devez maintenir une présence régulière. C'est-à-dire que la prospection, c'est pas je me lève aujourd'hui, tiens, je vais prospecter, j'ai rien d'autre à faire. Parce qu'autant rester au lit, parce que ça rapportera rien. Un des secrets de la prospection, c'est qu'elle doit être évidemment variée, répétée, diversifiée. Parce que ce qui fait que le prospect va vous contacter, c'est pas parce que vous allez une fois distribuer une carte de visite ou mettre un flyer dans une boîte aux lettres. Alors, si vous avez un énorme coup de bol, oui, mais là, on ne peut pas avoir de la chance, on va avoir une vraie stratégie. Ce qui va faire qu'un prospect va vous contacter, c'est, comme le disait un petit peu aussi Claude Olivier tout à l'heure, c'est la récurrence de votre présence sur votre secteur. Le secret, c'est qu'il faut être vu, connu, reconnu, incontournable sur votre secteur. Moi, à l'époque, au bout de 7 ans de terrain, même plus, je me baladais dans la rue. Alors, je vais vous raconter une anecdote rigolote.
Je raconte souvent, enfin j'en ai eu plusieurs, mais je me baladais dans une commune, je ne sais pas ce que j'allais faire, et à un moment donné, je croise une mère et sa fille, et au moment où je les croise, j'entends la fille dire ah, tiens, c'est le monsieur du frigo. Et là, je me retourne, je fais bonjour, on se connaît. Ah non, mais j'ai votre calendrier sur le frigo. Bon, c'est un exemple. Mais en tout cas, au moins quand on a ce genre d'anecdote, on sait pourquoi on bosse. Mais ce qui fait que on arrive à ce genre d'anecdote, c'est parce que, ou alors quand on croise des gens, on dit, on se connaît, oh, on vous voit partout. Voilà. C'est la récurrence de votre présence, en fait. Et pour ça, vous devez diversifier les canaux de communication et vous devez être régulier. Un bon agent immobilier, c'est ce qui se passe derrière la porte de sa zone de chalandise, à toutes les portes. On va en revenir tout à l'heure à la proximité des secteurs. Donc la présence et la régularité. Et évidemment, il y a également une stratégie de prix à avoir. Vous allez proposer des prix vraiment sur ce qui fonctionne sur votre secteur. Vous allez les éduquer. Vous allez être transparent. Vous n'allez pas leur dire ce qu'ils veulent entendre parce que vous n'allez pas travailler dans la qualité. Vous allez subir en fait la relation avec votre vendeur si vous acceptez déjà un prix comme ça, comme font hélas beaucoup de professionnels. Donc, dans la méthode des 5P, il y a une vraie stratégie de prix également. La publicité va de pair avec la présence, la communication et la proximité. C'est que vous allez donc investir dans la publicité, combiner les actions publicitaires, parce qu'encore une fois, ce qui fait que vous allez être contacté, c'est pas parce qu'un jour un prospect aura un flyer dans sa boîte aux lettres. Ça, on sait très bien qu'à part un énorme coup de bol, ça ne fonctionnera jamais. Ce qui va faire que le prospect va vous contacter, c'est parce qu'il aura reçu un flyer, parce qu'il vous aura vu sur un panneau, parce qu'il aura vu un post intéressant sur Facebook, c'est parce qu'il aura vu plusieurs canaux de diffusion. Et parce qu'il a vu plusieurs canaux de diffusion, eh bien, vous allez inspirer de la confiance et du dynamisme sur votre secteur, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive, au bout de quelques années, à devenir incontournable. Ce qui m'amène à la proximité. On dit dans la théorie, alors ça reste une notion théorique, mais elle se vérifie dans la pratique, que pour qu'un bon professionnel de l'immobilier puisse s'épanouir correctement, il lui faut environ minimum 10-12 000 boîtes aux lettres pour 3-4 000 habitants. Ça, c'est la théorie. Donc évidemment, vous avez tous fait une étude de marché sur votre secteur, vous savez qui sont vos professionnels, enfin vos confrères, et vous vous êtes octroyé 10-12 000 boîtes aux lettres pour 3-4 000 habitants. Et sur cette zone, on va dire primaire, parce que vous savez, dans la zone de chalandise, il y a la zone primaire, secondaire, tertiaire, on va dire que cette zone primaire, cette zone de chalandise, vous allez la travailler de manière très efficace. Vous devez être connu par tout le monde. Le secret, il est simple. Et aujourd'hui, les professionnels qui réussissent, c'est ceux qui passent leur temps, quand ils se baladent dans la rue, à serrer des mains. Vous devez être impliqué dans votre vie de quartier. Vous devez faire partie forcément être adhérent, mais ça peut être aussi sous forme de sponsoring ou de mécénat. Mais en tout cas, vous devez être connu dans les commerces, dans les associations locales, la commune. Vous devez vraiment établir des liens forts sur votre secteur parce que c'est ça qui fera que vous serez recommandé. Et si vous êtes prescrit par des personnes, ben on sait très bien que souvent, alors pas toujours, mais souvent quand même, vous arrivez le premier et souvent, ben, ce sont quand même de bons mandats. Voilà. Rien que le fait d'arriver premier, déjà, c'est déjà un énorme avantage. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton, mais souvent en immobilier, pour faire une vente, il faut arriver soit le premier, soit le dernier. Quand vous arrivez entre les deux, vous savez que ça part mal. C'est une caricature, mais ça se vérifie quand même dans la pratique, parce que si vous avez le premier, vous savez que vous êtes le premier, vous avez le champ libre pour établir une bonne stratégie. Si vous arrivez le dernier, bah, souvent le vendeur il est tellement épuré, alors souvent en plus il y a je ne sais pas combien de professionnels, donc vous arrivez un peu à faire ce que vous voulez aussi. Mais quand vous arrivez entre les deux, bah, le vendeur ne s'est pas assez cassé les dents, entre guillemets. Donc parfois une stratégie pourrait être, si vos conditions ne conviennent pas, pourrait être, bah, écoutez, moi dans ces conditions je ne travaille pas, entre guillemets, cassez-vous encore un peu les dents, puis on se rappelle dans 3 mois, 4 mois, quand vraiment il en pourra. Bon, c'est une caricature, mais c'est quand même ça dans la pratique. Donc proximité, hyper important, parce que plus vous serez proche
de votre zone de chalandise. Alors, on parle de votre zone primaire. Maintenant, si vous avez des recommandations sur une zone secondaire ou tertiaire, c'est à vous de voir si vous y allez ou pas. Mais un des secrets de base de l'immobilier, c'est ne vous éparpillez pas, que ce soit en termes de marché que en secteur, parce que pendant que vous allez chercher un mandat à 80 km, il se passe des ventes sur votre secteur. Et comme on sait qu'un mandataire ou un agent immobilier est très occupé, si vous perdez 2 heures sur la route pour un bien, en plus, vous n'aurez pas de comparable, parce que si vous allez chercher un bien à 80 bornes, il y a très peu de chances pour que vous ayez des comparables. Alors, on sait que les comparables sont un atout pour vendre en visite. Ben, en fait, vous perdez votre temps très souvent. Donc, attention avec les biens qui sont trop loin et vraiment concentrez-vous sur une zone de chalandise et surtout soyez incontournable sur votre zone de chalandise et vous verrez que les mandats arriveront presque tout seuls, finalement. Alors, la question de l'acquéreur en ce moment est très importante. Alors, on sait que parler d'argent est mal poli en France, mais vous ne devez absolument pas avoir peur de parler d'argent parce qu'en immobilier, de toute façon, ça commence par de l'argent et ça finit par de l'argent. Vous commencez avec un acheteur qui a un budget, vous finissez par une vente. Donc, on commence avec de l'argent, on finit par de l'argent. Et on se doit, ne serait-ce que pour protéger notre mandant, de parler d'argent avec tact et fermeté. Surtout alors, là, même si les banques sont un peu plus souples, mais on ne doit jamais faire visiter un acheteur si, au minimum, il n'a pas vu sa banque ou un courtier. Parce qu'alors là, si vous l'engagez sur un compromis et que, par exemple, la vente est pète, vous perdez l'acheteur, mais aussi le vendeur. Et là, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Et vous avez perdu peut-être des mois de travail. Donc, la question du financement, vous devez cash tout de suite mettre les pieds dans le plat. Alors, de manière professionnelle, vous allez évidemment raconter que c'est pour protéger les intérêts de votre mandant, mais également pour éviter de faire perdre du temps à l'acheteur, par exemple. Mais en tout cas, il va falloir trouver des leviers pour qu'il soit honnête sur son financement, ou pas d'ailleurs, hein, s'il paye cash, ça peut arriver, notamment dans le luxe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait jamais sortir un acheteur si vous n'avez pas un minimum de garantie, parce que c'est sûr que ça vous sera reproché plus tard, s'il y a un problème. Alors, je sais que c'est pas facile parce que vous avez des acheteurs qui vont être fuyants, il y en a qui vont vous dire mais ça ne vous regarde pas, ils vont toujours trouver une bonne excuse. Mais c'est pas grave, cet acheteur, vous ne le sortez pas. C'est aussi simple que ça, parce que vous avez beaucoup de chances de sortir pour rien. Et à chaque fois que vous sortez pour rien, vous perdez du temps et de l'argent. Donc, on ne sort jamais pour rien. Alors, on essaye de moins. Les méthodes ancestrales. Bon, ça, on l'a vu, les méthodes ancestrales, c'est ce qui fera toujours leur preuve en immobilier. Pourquoi? Parce que on a un métier qui est essentiellement basé sur de l'humain et sur de la proximité. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Les personnes qui vous disent vous allez rentrer du mandat sur le canapé, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. C'est du mensonge. Je sais que souvent, c'est ce que veulent entendre les professionnels, mais ça ne fonctionne pas, à moins d'un gros coup de bol. Mais vous n'allez pas baser votre activité sur un coup de bol. Vous l'avez basé sur une vraie stratégie. Pas de souci, Anne, merci à toi. De toute façon, la vidéo sera hébergée sur les supports, donc tu pourras voir le... Oui, le PowerPoint, je vais vous le mettre, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez basé votre activité sur une vraie stratégie, d'accord? Alors, on n'y pense pas forcément également, mais il y a un levier très intéressant, et c'est ce qu'on propose également chez Expertimo, c'est un des gros points forts du réseau, c'est qu'on permet la diversification des business. Si vous êtes dans un cas où vous avez tout essayé et que ça ne fonctionne pas, comme ça arrive beaucoup, hélas, pour X raisons, vous pouvez envisager également de vous diversifier. Et nous, on le propose. Vous allez faire la transaction, vous pouvez faire du neuf. Alors, désolé, c'est un mauvais exemple, mais en ce moment, le neuf, mais en tout cas, c'est possible, il y en a qui en font. J'ai des agents qui s'en sortent. Vous allez peut-être faire du viager, vous allez faire de la gestion locative. On a un bon service gestion locative au sein du réseau. En tout cas, la diversification, la location aussi, la diversification des ressources est super importante. Parce qu'entre guillemets, vous n'avez pas tous les œufs
dans le même panier. Et puis, quand vous faites de la gestion ou de la location, n'oubliez pas qu'un bailleur peut devenir vendeur. Donc là, c'est jackpot parce que vous prenez de l'argent sur la location, sur de la gestion, mais en plus aussi après sur une éventuelle transaction. Donc c'est la diversification des ressources est une stratégie très intéressante. Alors c'est vrai que ça, on aurait pu le mettre dans la prospection, mais je l'ai mis à part parce qu'on ne pense pas forcément à le faire. Alors c'est surtout vrai pour quand on débute, mais il faut le faire aussi, à mon avis, au moins 2 fois dans l'année, à des périodes un peu charnières. En septembre, c'est intéressant, après les vacances, et en janvier, pourquoi pas. Moi, c'est ce que j'appelle le café. C'est-à-dire que vous allez prospecter l'intégralité, vous allez tout simplement prospecter, passer un coup de fil à l'intégralité des personnes que vous connaissez pour leur rappeler que vous faites de l'immobilier. Parce que un réseau, votre réseau d'apporteurs d'affaires, par exemple, ça s'entretient. Et si ce réseau-là n'a pas régulièrement de vos nouvelles, je vous garantis que vous allez apprendre assez rapidement, et ça va être très désagréable, vous allez arriver chez un vendeur qui va vous dire « Tartampion m'a recommandé à un autre professionnel, et ce Tartampion-là, vous l'avez dans votre réseau. » Et pourquoi il a recommandé quelqu'un d'autre? Peut-être parce que vous n'avez pas maintenu le lien. Donc ça, c'est super important. C'est ce que j'appelle le café. C'est un acronyme. Donc toutes vos connaissances, les amis, la famille et l'environnement professionnel proche. Parce que ces personnes-là sont dans le jus également. Elles ont leurs activités. Et elles n'ont pas que vous à penser. Donc, quand vous allez leur dire, mais attends, t'es con ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas recommandé? Oh, je suis ton frère. Bon, je caricature. Oh, bah attends, moi j'ai autre chose à faire, tu crois que j'ai que ça à penser? Mais en gros, sur le terrain, ça se matérialise comme ça. Et ça, c'est de votre faute, en fait. Parce que très souvent, c'est parce que cette personne-là, vous ne l'avez pas appelée depuis 6 mois. Donc attention, ça c'est super important. Et ça vous coûte rien, à part un peu de temps. Et c'est une mine d'or de mandat. Et puis c'est de la recommandation. Donc ça, en plus, c'est très facile à mettre en place. La notoriété locale. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vos prospects ne vous contactera quasiment jamais, jamais, jamais avec un seul canal de diffusion. Vous devez multiplier vos canaux de diffusion. C'est ça qui va vous emmener des affaires et rien d'autre en termes de prospection. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant que je ne vois pas énormément, c'est bien dommage, mais surtout sur les réseaux sociaux. Faites connaître votre réussite locale. Quand vous faites des affaires, quand vous faites une vente, une location ou n'importe quelle réussite, faites-le savoir. Publiez-le sur Facebook dans les groupes locaux parce que la réussite amène la réussite et les gens veulent avoir affaire à des gens qui réussissent. Donc ça aussi, c'est la communication facile sur les réseaux sociaux. Faites connaître votre réussite. Ça peut être dans le digital, mais ça peut être aussi sur des supports physiques, locaux, comme une gazette. Moi, je faisais des gazettes locales, par exemple. Mais en tout cas, faites connaître votre réussite. Et ça aussi, c'est un inspirateur de confiance. Alors, les outils du numérique, toujours pareil. J'en parle, mais attention, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je ne vous dirai pas que vous allez rentrer des mandats facilement avec le numérique, parce que le numérique, c'est très dur. C'est très dur, il faut être très précis. Et très souvent, ce qui fonctionne, c'est une corrélation entre le physique et le numérique. Donc, le numérique, oui, il faut se mettre au numérique, parce qu'effectivement, c'est une véritable source de mandats, mais il faut que ça soit bien fait. Et là aussi, au sein du réseau, on propose des formations très précises sur ça. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le développement personnel, mais on sait qu'on est dans une situation difficile et beaucoup d'agents n'ont pas le moral. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le moral? On déprime. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on déprime? On procrastine. Et ça, c'est un ennemi à combattre. Et très souvent en prospection, pourquoi on procrastine? Parce que la prospection n'est pas marquée dans l'agenda, en fait. Et rien que le fait que ce soit marqué dans l'agenda, ben déjà vous augmentez vos chances que ça soit fait. Donc attention à ça, parce que il y a énormément d'agents en fait qui ont arrêté aussi, alors faute de formation, comme disait Claude Olivier, ça c'est sûr, il n'y a pas de sujet sur ça. Mais la procrastination, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai fléau. Bon, ben tiens, là, je vais plutôt aller sur Facebook, voir ce qui se passe, plutôt que d'aller prospecter et d'aller faire mon réseau. C'est un exemple, mais tout à fait classique.
Non, là, je peux pas parce que je dois aller chez le coiffeur. Là, je peux pas parce que. Il y aura toujours une bonne excuse de toute façon. Mais à la fin, vous n'avez pas appliqué les méthodes de notoriété qui fonctionnent. Et à la fin, ben, vous ne rentrez pas de mandat. Qui dit pas de mandat, dit pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, difficulté. Euh, alors, travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler ensemble? Je suis régulièrement sollicité parce que des agents me demandent s'ils doivent faire de l'intercabinet ou pas. Dans l'immense majorité des cas, je préconise de travailler en collaboration avec des partenariats de confiance. L'expérience montre que le travail, que ce soit au sein du réseau ou pas, alors évidemment au sein du réseau, il y a énormément d'affaires qui se font, mais aussi avec vos confrères qui n'ont rien à voir avec votre mandant actuel. Parce que l'expérience montre que faire des affaires avec vos semblables est une véritable optimisation de votre chiffre d'affaires. Et alors le seul cas, effectivement, où je préconise de ne pas le faire, c'est si, par exemple, vous avez une exclusivité au prix, un top produit que vous savez que vous allez vendre dans les 48 heures. Bon, là, effectivement, vous n'allez pas le faire. Alors, parce que ça, je l'entends souvent. Ouais, putain, l'autre, il a voulu faire un intercam, il n'a pas voulu. Ah ouais, c'était quoi comme mandat? Bah, c'était une exclue, c'était un top produit, j'allais le vendre. Oui, mais lui aussi. Donc, il a eu raison. Et puis toi, si c'était pareil, tu aurais fait pareil. Donc, en fait, c'est ce qu'il fallait faire. C'est le seul cas, à la limite. Mais en tout cas, dans l'immense majorité des cas, l'expérience montre que travailler en inter-agence et en collaboration sera une véritable optimisation du chiffre d'affaires. Et n'oubliez pas aussi que l'immobilier, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, c'est votre expérience client qui fera que ça va fonctionner et pas forcément. Alors, les gains financiers, c'est toujours la finalité, votre chiffre d'affaires. Mais ça peut être aussi, ça on le voit beaucoup, l'expérience que vous allez proposer à vos prospects, voir vos clients heureux, faire aboutir des projets, les recommandations qui en découlent. Parce qu'on sait que face à ce qui se passe en ce moment, beaucoup d'agents sont démotivés, mais n'oubliez pas que c'est comme disait Claude Olivier tout à l'heure, on n'est pas dans une crise, une véritable crise, on est plus dans une correction, on va dire, alors très lente, mais on est pas dans une correction, et, euh, et du coup, derrière finalement des noms et le tunnel se cache toujours un oui et de la lumière, mais on ne sait jamais quand. C'est bientôt fini, Franck. Donc, ce qui fait que vous allez réussir, et on le voit d'ailleurs, parce qu'avec tous ceux qui ont arrêté là ces derniers temps, il y a aussi, à mon avis, une part de personnes qui ont voulu faire du one-shot, mais qui n'ont pas pérennisé leur activité sur du moyen et du long terme. Ce qui fait qu'ils ont arrêté, en fait. Donc, ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est vraiment votre travail de fourmi que vous allez faire au quotidien et pas une vente que vous allez faire parce que votre frère, vos amis sont bien à la vente et que vous avez une commission. Voilà, comme on voit souvent. C'est vraiment l'expérience que vous allez offrir à vos prospects et d'un point de vue local. Et si aujourd'hui c'est difficile, rappelez-vous toujours que l'immobilier, c'est une passion française et qu'à chaque fois qu'il y a des crises en France, on s'en sort plus vite que les autres. On a vraiment quand même de manière générale, enfin, d'après ce qu'ont montré les différentes difficultés, notamment les subprimes, on s'en sort toujours plus vite que les autres. Donc ça, c'est positif. Parce qu'en France, il y a vraiment une passion vraiment de l'immobilier. Voilà. Bon, j'ai fait assez vite parce qu'on a dépassé le cadre. Évidemment, si vous avez besoin d'éclaircir certains points, vous pouvez contacter Claude Olivier ou moi-même. De toute façon, au sein du réseau, il y a l'intégralité de ce qu'on a vu là. Vous l'avez aussi, mais de manière beaucoup plus détaillée dans les formations qu'on propose. Voilà un petit peu sur le programme. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Claude. Non, c'était très exhaustif, hein, il n'y a pas de problème. On a pu faire les 5D et les 5P, donc avec ça, Voilà, il c'est va ça, les falloir, 5D et 5P. voilà, il va falloir que tout le monde s'investisse et C'est ça. réussisse. Voilà. J'ai été très vite parce que chaque sujet qu'on a évoqué pourrait faire l'objet d'une formation de plusieurs heures, en fait. Euh, bon, avant qu'on clôture, est-ce que vous aviez besoin, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions peut-être? Toujours bien ce rappel. Bah, écoute,
Bah, c'était l'idée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on n'est pas dans un détail parce que c'est pas du tout l'objet, mais on a fait une piqûre de rappel sur ce qui fonctionne et on vous a montré des portes. On vous a montré des portes et maintenant, en fonction de ce qu'on vous a montré aujourd'hui, eh bien, ça va être à vous d'emprunter les portes que vous souhaitez et d'utiliser les outils que vous souhaitez. Voilà. Je vous mets mon adresse mail dans le chat si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, jonathan@expertimo.com. Pour toi, quel est vraiment l'impact des réseaux? Bah, c'est toujours pareil, les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé, ça fonctionne. Maintenant, quand on n'est pas formé, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Mais quand c'est vraiment bien utilisé, il y a un vrai impact. J'ai fait des affaires de A à Z. Donc, si je vous disais le chiffre d'affaires que j'ai fait avec Facebook, vous tomberiez par terre. Mais qu'est-ce que j'ai fait au préalable? Eh ben, j'ai dépensé de l'argent parce que je me suis formé. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous sur votre participation. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Claude Olivier. C'était un plaisir de faire ça Merci, avec merci toi. de votre écoute. La vidéo sera hébergée pour ceux qui sont experts CMO dans votre cloud et puis sur le groupe Facebook, les tutos de l'immobilier. Alors, on me demande le PowerPoint, donc je vais le mettre. Mais tu as un Xavier Zimmerman qui n'est pas de chez Expertimo. Ouais, tout à fait. Alors, le PowerPoint, il est où? Le coquin. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà, je vous le mets. Pour ceux qui ne sont pas dans le réseau, je vous mets également la plaquette du réseau. Voilà, ça peut vous intéresser. Tac, 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 tac. Elle est où la coquine? Elle est là. Hop. En tout cas, ce fut un plaisir. Le mois prochain, ben, on refera ça. Mais ce sera un autre sujet. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Voilà. J'attends encore une minute le temps que vous puissiez télécharger les supports. Parce que si je me déconnecte, vous ne pourrez plus. Et puis après, ben, on va retourner à nos activités respectives. Merci de votre écoute. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci Claude Olivier. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.